Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, ravie de vous retrouver pour 2h30 de direct, de dialogue, d'échange et de partage. Le standard d'Europe 1 39 21 est ouvert jusqu'à 1h du matin. Amandine et Paul vont se faire un plaisir de vous y accueillir avec la complicité de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et comme cette émission, nous la faisons ensemble tous les soirs, eh bien, je compte également sur vos réactions, sur vos commentaires. Par mail, europe1.fr, par SMS au 7 39 21, en commençant votre message par le mot nuit, ou encore vous avez la page Facebook de l'émission à votre disposition. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Dimitri. Oui, alors bonsoir, vous m'entendez ? Oui, très bien. Et vous ? Bonsoir. C'est un peu sourd, mais oui. Bon. Alors je vais essayer de parler. Voilà. Écoutez, bonsoir Caroline. Fifi me fait non, si, il vaudrait mieux que vous me parliez, mais vous avez un haut-parleur, je pense. Ah non, pas du tout. Non, vous n'avez pas de haut-parleur. Bon, écoutez, Fifi va essayer de faire au mieux avec les réglages, et puis nous, on va se parler tranquillement. Oui, très bien. Je vous écoute alors. Oui. Vous avez 25 ans. Oui, exactement, j'ai 25 ans et mon histoire commence à peu près il y a un an, parce que c'était en février 2016 et en fait en janvier, le jour de mon anniversaire, j'étais chez des amis, je reçois un coup de fil et on me dit, c'était la concubine de mon papa qui me dit voilà, ton papa est à l'hôpital, en fait il a une tumeur, donc on s'inquiète et tout, donc voilà, on t'appelle pour t'informer. Donc moi je dis d'accord, je savais pas très bien ce qu'était une tumeur, je savais pas du tout que ça s'apparentait à un cancer. Vous ne saviez pas du tout, il ne s'était pas plaint de symptômes particuliers? Il avait des douleurs à l'estomac, mais il n'avait pas été consulté. Il avait décidé d'aller consulter, et du coup, ça avait donné lieu à une hospitalisation. Donc du coup, dans les jours qui ont suivi, je suis allé le voir à l'hôpital. Oui. Il allait encore très bien, on a parlé. En fait, mon papa buvait beaucoup, et du coup, quand nous avons parlé, et il m'a dit, dans sa chambre, il m'a dit j'arrête de boire, là j'ai peur qu'on m'opère, je sais pas encore si on va m'opérer ou pas, mais voilà, j'arrête de boire, là c'est terminé, j'arrête les bêtises, ce qui s'ensuit. Donc du coup, voilà, il m'a même donné ce jour-là une pompe à bière qu'il avait achetée très récemment, donc il m'a donné. Et vous avez parlé auparavant de ses problèmes avec l'alcool, ou vous l'avez découvert au moment de son hospitalisation? Non, ça essayez, Dimitri, de bien parler, de peut-être dans votre téléphone, peut-être vous êtes un peu à côté, vous voyez bien. Voilà, comme ça. Oui, bon, il y a un petit son métallique derrière, mais on va faire avec. Ah d'accord. Oui, et donc du coup, ses problèmes d'alcool étaient connus, il n'y a pas de souci, mais après voilà, il les gérait très bien, mais du coup, ça l'avait amené malheureusement à ceci, et du coup, il me donne sa pompe à bière, voilà, moi je retourne chez moi, j'essaie de le revoir très souvent, jusqu'au moment où il est transféré dans un service de soins palliatifs. Et là, du coup, je suis reçu par le médecin qui le traite, et elle nous explique effectivement, en fait, c'est un cancer qui s'est généralisé, et voilà, mais que malgré tout, il va pouvoir sortir. Et à ce moment-là, du coup, moi, je suis resté, parce que j'habitais Calais à l'époque, je suis resté sur Dunkerque tous les jours, pour aller le voir tous les jours, en attendant sa sortie de l'hôpital. Oui. Et plus les jours ont passé, plus son état s'est aggravé, mais vraiment de jour en jour, plus les jours passaient, plus son état se déstabilisait, en fait, jusqu'à quelques jours plus tard, où on a annoncé à toute ma famille qu'il ne sortirait pas, qu'il ne sortirait plus, et que il ne restait plus que quelques jours pour lui. Voilà. Et donc du coup, nous on gardait un discours positif auprès de lui, même si les médecins lui avaient dit que c'était terminé malheureusement, mais nous on continuait à lui dire qu'il allait sortir. Donc on essayait plus de se le cacher à nous, en fait, plutôt que on essayait de pas voir la réalité.
Mais du coup, Ça a voilà. été finalement très rapide. À partir du moment où vous décrivez ou cet appel le Oui, jour de votre tout à fait. anniversaire où on vous annonce que votre père est hospitalisé, à ce moment-là, vous ne savez pas qu'il est malade et encore Exactement. moins vous réalisez la gravité de son mal. Et après, Tout ça a à été fait. très vite. On voit, bon, vous êtes Ouais, du tombé dessus. 28 janvier au 15 février, donc en 17 jours pratiquement, enfin Oui. 19, il est parti. Euh, il est parti, donc du coup très choqué parce que bah voilà, c'est quelqu'un qui me ressemblait beaucoup, aussi bien physiquement que dans l'humour, dans sa façon d'être. Voilà. Vous étiez très On proche de avait lui. Vous étiez très on avait proche. repris. En fait, je suis issu de parents divorcés. Donc en fait, D'accord. ça a été très dur pendant mon enfance. On s'est vu régulièrement en lieu neutre. Ah bon, vous Euh, étiez dans une structure d'accueil oui, parce que ma maman voulait pas forcément que j'aille chez mon père pour directement. ses Donc, problèmes d'alcool déjà. Elle avait. oui, elle utilisait ce prétexte aussi. C'était Et peut-être du pas un coup, prétexte d'ailleurs. oui, Peut-être peut-être, mais s'il y a eu quand même une ordonnance, un jugement décidant que vous verrez votre père dans un lieu neutre, c'est peut-être qu'à ce il y a moment-là, eu il n'était des. pas à même de s'occuper de vous Oui, c'est comme vrai. il aurait aimé le faire, peut-être. Mais j'ai eu quand il est décédé, j'ai eu ses papiers et j'ai vu des jugements qui disaient qu'effectivement il y avait eu des gardes partagées Oui. de préconisés, mais que du coup n'avaient jamais été respectés et que du coup voilà, euh, bah moi voilà après j'étais adolescent, j'étais Oui. enfant, donc du coup il y a des problèmes que je j'étais pas en mesure de gérer et voilà moi je sais que j'allais voir mon père, quand j'allais le voir j'étais content, on jouait ensemble aux jeux de Oui. société, il m'apprenait beaucoup de choses. Voilà. Et en fait, on s'est retrouvés librement, du coup, sans compte à rendre à personne. Quand j'ai eu ma majorité, j'ai emménagé à Calais, on se voyait très régulièrement. Du coup, il passait chez moi. Enfin voilà, on allait au restaurant, voilà. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là, oui, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais de vrais points communs avec mon père. En fait. Et encore plus à son décès. En faisant ses papiers, en voyant son mode de vie, sa façon d'acheter les choses, qu'il aimait beaucoup acheter à l'avance. Donc voilà, j'ai rendu compte que j'avais vraiment des points communs avec lui. Donc du coup, euh, une fois qu'il est parti, malheureusement en février, sa concubine est partie une semaine après dans la Drôme, donc du nord jusqu'à la Drôme, ça fait vraiment très loin. Et du coup, ça a été un second abandon. Elle m'a laissé avec tous les papiers de mon père à gérer, toutes les factures, Vous êtes fils unique? oui, tout à fait, ouais. Donc tout vous revenait, et il n'avait pas dans sa famille des personnes qui pouvaient un peu vous aider, des oncles, des Alors tantes? oui, bah du coup, j'avais pas forcément de contact avec ma famille paternelle. J'ai eu contact. Alors du coup, c'est ma cousine qui m'a hébergé, qui m'a rendu beaucoup de services à cette époque-là, qui était vraiment d'un grand soutien. Ma tante également était d'un grand soutien à l'époque. Et votre Voilà. mère ne vous aidait pas, enfin, dans cette tâche, même si elle était séparée dans des conditions, on a compris, un J'ai peu pas eu vraiment difficiles? beaucoup de contact avec ma mère à ce moment-là, malheureusement. Vous n'avez Voilà. pas été très soutenue? D'accord. J'ai eu mon concubin aussi qui était Mm. là à mes D'accord. côtés. Euh, voilà, donc j'ai eu ma famille paternelle avec laquelle je me suis rapproché et j'ai fait plus connaissance, voilà. Et votre compagnon, donc, qui était aussi Ouais, présent tout à pour fait. vous? D'accord. Et aujourd'hui, comment allez-vous? Donc voilà, aujourd'hui du coup, après le décès de mon papa, j'ai eu du mal à faire mon deuil à cause de cette concubine qui s'est enfuie. Voilà, j'ai arrêté mon auto-entreprise Qu'est-ce que vous parce que faisiez? je faisais de la vente de jeux de société à domicile. D'accord. Voilà. C'est original. Oui, et j'étais également animateur en service civique. Je le suis également de formation, mais je l'avais fait en service civique à cette époque-là. Mais en fait, une fois que j'ai terminé mon service civique, c'était comme un poids qui se libérait pour pouvoir peut-être faire mon deuil. Je me suis dit, je ne vais plus travailler pour l'instant, parce que déjà j'avais du mal à reprendre le travail. J'avais eu plus de jours qui m'avaient été autorisés. J'ai pris plus de jours parce que je ne Mhm. pouvais pas prendre le travail dans l'état de choc parce que quand vous allez voir votre père qui décède d'un cancer, vous allez le voir tous les jours, vous le voyez perdre conscience, il vous reconnaît même plus et puis c'était la première fois que je voyais quelqu'un de C'est très proche mourir. pénible, oui. Ouais. Donc du coup j'ai eu du mal à reprendre le travail tout de suite. Il me restait plus qu'un mois à faire. Je les ai fait que pénibilité, mais je les ai fait.
Et après, j'ai tout arrêté, plus de travail, rien du tout. Et comment vous faites alors aujourd'hui En fait, oui, je suis malvoyant, donc du coup, j'ai une allocation adulte handicapé qui me permet de. D'accord. De Et vous vivre. êtes toujours avec votre compagnon? Vous vivez ensemble? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Tout à fait. Et du coup, les choses ont été assez difficiles à gérer au niveau du deuil par rapport à cette concubine, comme je le disais. Après, j'ai eu une amie très proche qui m'a aussi abandonné, enfin qui avait critiqué ma cousine et son mari, qui avait été très très présent pour moi. Et du coup, j'ai coupé les ponts parce qu'elle avait eu des paroles envers eux qui étaient, par réseaux sociaux, que je n'ai pas supporté. Et voilà, donc du coup, la personne n'a pas assumé son erreur, donc du coup, on s'est séparés également. Voilà, donc du coup, ça a été une troisième rupture dans l'année pour moi. Et puis, avec cette amie en question. Et voilà, donc du coup, malgré tout, on essaye de Et aujourd'hui, continuer. c'est ça. Comment vous vous sentez? Où est-ce que vous en êtes finalement? Parce que vous aviez appelé, je crois, ce soir au Standard pour parler un peu de vous aujourd'hui, et que c'était difficile au fond de reprendre le cours de votre vie. Exactement, c'est tout à fait ça. Parce que, en fait, en février, ça faisait 1 an jour pour jour. Et en fait, il y a eu une chose que je n'ai pas supporté, voilà, c'est ma tante qui est venue pour l'anniversaire, on peut dire ça comme ça, de décès de mon papa, pour aller au cimetière. Je suis allé avec elle parce qu'elle n'aime pas y aller toute seule, donc j'y suis allé. Et du coup, elle est venue à parler que elle n'était pas contente de la façon dont la succession s'est faite, qu'il n'y avait que elle qui souffrait que son frère soit parti. Voilà, donc du coup, j'ai forcément dû lui dire que non, ma cousine, elle a perdu son oncle qu'elle adorait, moi j'ai perdu mon père, qu'elle n'était pas la seule à souffrir, que elle, le lendemain du décès, était qu'elle allait se servir dans les biens de mon papa, qui me revenaient normalement de droit, mais qu'elle été se servir, que personne n'avait rien dit. Mais que voilà, que la succession a été faite tant bien que mal, mais que voilà, aujourd'hui personne n'avait rien à regretter, voilà. Et aussi a été en colère parce que mon père, c'est elle qui m'avait dit: prends l'ordinateur de ton père, parce qu'il y tenait beaucoup. Donc moi j'ai pris l'ordinateur, même si j'en avais d'autres à la maison, parce que l'ordinateur aujourd'hui je ne peux plus le garder, parce que j'en ai d'autres. Je ne peux plus le garder, et ça, elle ne le supporte pas. Donc du coup, elle m'a dit des choses. Qui ne le supporte pas? Votre tante. Ma tante, ouais. Donc c'est la sœur de votre père? Oui, tout à fait, ouais. Mais elle ne supporte pas quoi? Que vous ayez gardé l'ordinateur? Que je souhaite revendre l'ordinateur. Au début, en fait, elle pensait que j'allais le vendre à un inconnu. Oui, mais ça, c'est un prétexte. Enfin, oui, derrière ces histoires-là, il y a d'autres choses qui se règlent, certainement, ces histoires d'ordinateur. Parce que, après tout, qu'est-ce qu'elle voudrait en faire de cet ordinateur, elle? Apparemment, pour elle, parce qu'elle dit qu'elle a été lésée, qu'elle a perdu son frère, mais qu'elle n'a rien eu à côté. Alors que oui, mais enfin, c'est quand même, je trouve, assez indélicat de sa part de vous dire ça à vous, qui êtes le fils. Oui, ça n'enlève rien à son chagrin en tant que sœur, d'avoir perdu son frère, peut-être. Malheureusement, on sait bien qu'autour du décès d'une personne, il y a plein de choses après qui vont se jouer, des aspects de notre personnalité qui vont ressortir et pas les plus positifs, parfois, où des choses viennent se régler. Bon, les héritages on se bat autour de 3 petites cuillères, même pas en argent, c'est connu malheureusement. Mais je trouve, et vous pourriez lui dire à votre tante, dire écoute, quand même, j'entends que tu as peut-être des choses à régler aussi dans l'histoire familiale, mais enfin moi c'est mon père que j'ai perdu, et après tout, c'était son ordinateur, et vous en faites aujourd'hui ce que bon vous semble. Si après tout vous le revendez et que ça vous fait une petite somme d'argent, bon, vous en disposez comme bon vous semble. Vous voyez, votre tante, il faut peut-être aussi lui dire quand même. Et c'est exactement ce que je lui ai dit, parce qu'elle voulait me le racheter, alors que je... Ah bah si elle vous le rachète, bon, là, voilà. Moi, je l'avais destiné au mari de ma cousine et à ma cousine également, parce que ils en ont plus besoin, ils en auraient pris certainement plus soin. Et voilà, et je lui ai dit,
Non, parce qu'elle voulait me le racheter que 100 euros en fait, alors que la concubine, elle était derrière elle s'est servie quand on pas été à l'hôpital, elle s'est servie sur le compte, mais elle avait procuration donc on a récupéré, elle s'est servie et le compte est à moins 600 euros. Et Oh du là coup, là, vous êtes englué oui. dans des histoires Ah là oui, mais tout de à fait. un peu sordides finalement, d'argent, de problèmes sur des sommes qui sont pas énormes, où chacun essaie de récupérer son dû. C'est un peu difficile, je trouve, pour vous. On sent que vous êtes, Ah oui. enfin, on sent que ça vous Mais c'est ce qui plombe, quoi. m'empêche, oui, c'est Oui, ce qui je trouve. m'empêche de faire mon deuil, c'est ce qui m'empêche de faire mon deuil. Oui et non. C'est-à-dire que, vous savez, faire son deuil, d'abord, on fait pas son deuil comme ça. Hein. Je sais que l'expression maintenant est très galvaudée, mais dans les faits, on décide pas, on ne dit pas, tiens, je vais faire mon deuil. Hein. C'est un long cheminement qui se fait souvent un peu à notre insu d'ailleurs. Alors parfois, en fait, vous savez, Dimitri, on s'accroche à des choses comme ça qui de l'extérieur peuvent paraître un peu déplacées ou un peu sordides, comme je le disais, mais c'est une façon justement de s'épargner aussi le chagrin, l'angoisse au fond de la perte et de la disparition, de la réalité du deuil. Tant qu'on est en train de régler toutes ces choses-là, toutes ces qui sont en plus, il y a des formalités malheureusement qui sont indispensables, administratives après un décès. Il y a toutes ces choses qui sont absolument nécessaires et très contraignantes, mais qui en même temps aident à tenir, parce qu'on est dans quelque chose de concret. Ce qui est plus difficile après, c'est qu'une fois que tout est réglé et que on mesure le poids de l'absence, tant qu'on est en train de se disputer pour des couverts, pour un ordinateur, pour un meuble ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, on est encore, on est les vivants là qui réalisent pas, qui veulent pas trop voir tout ça. Oui, mais vous, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que vous êtes quand même vous avez 25 ans, vous êtes très jeune, pas tellement assez seul dans cette histoire. Assez seul face à la famille de votre père. Et comme vos parents sont séparés dans un contexte assez difficile, vous n'avez pas, me semble-t-il, le soutien de votre mère. Au moins moralement, elle pourrait dire... Si. Au téléphone, si, quand même. Bon, d'accord, tant mieux. Au téléphone, tant mieux, si elle peut vous soutenir. Pour prendre un peu de la distance par rapport à, toute cette histoire familiale qui m'a l'air compliquée du côté paternel. Mais vous savez, je suis pas du genre, moi, à lâcher les gens, à abandonner les gens pour des broutilles. Moi, je lui ai dit, c'est tout, c'est comme ça, tu as eu assez de choses, voilà, tu n'es pas... J'essaie de la remettre à votre tante. À sa place, voilà. Mais elle a réagi d'une façon dont elle s'est mise dans une rage. dit le jour, c'est exactement le jour J où mon père est décédé l'an dernier, j'ai pleuré exactement de la même façon un an après parce qu'elle m'a dit des choses comme quoi je n'avais pas le sens de la famille, comme quoi je n'étais pas, je n'étais pas digne de porter le nom de la famille. Oui, c'est très agressif de vous dire ça. Elle est en souffrance, votre tante, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça réveille certainement des choses aussi très douloureuses chez elle et malheureusement, elle s'en prend à vous comme peut-être à d'autres. Mais il faut un peu vous protéger là d'elle, parce que quel lien avez-vous du vivant de votre père? Vous étiez proche de cette tante ou pas trop? Pas du tout. Non. Pas du tout. J'étais pas proche du tout. Je ne l'avais pratiquement jamais vu. Voilà. Deux est venu chez moi, pour reprendre un peu, pour qu'on se revoie vite fait. Mais on n'est pas non plus proches. Mais vous savez, elle avait quand on s'était revus à cette occasion-là. Elle avait un discours vraiment très très spécial. Elle disait oui, mon neveu adorait, mon neveu préféré. Elle me faisait des bisous comme j'avais pas forcément l'habitude qu'on m'en fasse. Et c'est pour ça que ça m'a fait un choc qu'on puisse me dire de telle méchanceté, alors que on a pu être quand même avec moi aussi gentil. Et elle a dit à l'enterrement de mon père, elle avait fait un discours, c'était elle seule à dire, par exemple, on sera toujours là pour me protéger, pour veiller sur moi maintenant que tu n'es plus là. Et aujourd'hui, cette promesse qu'elle a faite, alors elle ne l'a pas tenue. Aujourd'hui, j'ai fait ma part des choses, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui se contredit. Après, qui est excessive dans un sens ou dans un autre. Oui. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de lien avec elle, vous ne la connaissiez à peine, et là, vous êtes subitement son neveu adoré, pour après vous dire qu'au fond, vous ne méritez pas de porter le nom. Elle va pas bien, votre tante, à l'évidence. Non. Donc, il faut vous protéger de ces relations. Déjà, c'est déjà suffisamment difficile ce que vous traversez pour ne pas prendre en pleine figure les projections agressives des uns et des autres. Peut-être
qu'après, si vous voulez, ça peut évoluer aussi. Vous savez, dans les situations de deuil, les gens ont des réactions très particulières, souvent excessives d'ailleurs. Ça peut après un peu rentrer dans l'ordre. Peut-être qu'avec cette tante et avec votre famille du côté paternel, quand les choses seront un peu apaisées, vous pourrez nouer des liens. Mais pour le moment, je dirais, bon, si c'est pour vous en prendre plein la figure, ça vaut pas le coup de se battre autour d'un ordinateur, fût-il celui de votre père, vous voyez. Il y a des choses qui sont assez difficiles à pardonner, parce que vous savez, ce qui s'est passé, c'est que je suis fils unique, comme vous me l'aviez demandé ultérieurement, mais du mariage de mon père et de ma mère. Par contre, mon père avait eu une fille avec une autre femme avant de connaître ma mère, donc c'est ma demi-sœur, qui n'était pas forcément reconnue sur le plan administratif, mais elle a été jusqu'à téléphoner à ma demi-sœur pour lui demander de se faire reconnaître, de faire des tests, tout ce qui s'ensuit de paternité, pour que ma demi-sœur, après, m'attaque juridiquement pour récupérer des biens, en fait. Votre tante a demandé ça ? Oui, mais écoutez, alors, bon, ça mériterait un petit peu de savoir l'histoire. Vos grands-parents paternels sont toujours vivants, eux ? Ma grand-mère paternelle, oui, j'ai aussi repris contact avec elle. Du coup, suite au décès de mon papa, je suis très heureux parce que c'est quelqu'un qui m'amène aussi un peu l'amour d'une grand-mère. Oui, elle est un peu tendre, c'est ça. Avec vous, elle est protectrice. Ouais. Ce que n'est pas du tout votre tante. Votre tante, il faut vous protéger d'elle. Elle a des choses à régler, elle ne doit pas aller très bien dans sa vie, mais en tout cas, elle n'est pas bienveillante vis-à-vis de vous. C'est moi qu'on puisse dire. Ma grand-mère a aussi un peu la rage envers ma tante, de toute façon. Oui, en fait, mais votre tante était peut-être très en rivalité avec votre père, avec son frère, et à travers vous, elle règle des choses. Parce que c'est quand même intéressant qu'elle contacte votre demi-sœur, une fille, pour dire, écoute, tu l'attaques. Peut-être qu'à travers ça, elle règle des comptes avec son propre frère, avec votre père. Vous voyez, donc il faut vous protéger, vous, de ça, Dimitri, parce que moi je vous sens trop englué. Vous êtes happé tout d'un coup par cette famille qu'auparavant vous ne voyiez très peu. Ouais. Bon, et là tout d'un coup il vous tombe dessus, à part votre grand-mère avec qui vous êtes en train de nouer. Bon, et votre cousine, ça c'est bien, mais pour le moment éloignez-vous un peu de votre tante et puis essayez-vous je sais bien que c'est compliqué, mais comment dire, puisque votre compagnon, donc vous êtes toujours avec lui, de reprendre un peu le cours de votre vie. Ouais. Là, vous êtes trop dans cette histoire familiale, ou alors il faudrait peut-être en parler, vous faire un petit peu accompagner pendant un temps, mais... Oui, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un justement pour en parler, parce que moi-même je m'en sors plus forcément. Oui, bon, alors... Et votre métier, vous n'envisagez pas de le reprendre, là ? Alors animateur non, mais ça c'est dû à mon trouble visuel, parce que je pense que normalement c'est assez compliqué, mais j'envisage, je postule, je souhaite postuler à des offres, mais justement avec cette histoire en fait je suis vraiment que focalisé dessus en fait. Oui, un peu trop. C'est-à-dire que ça devient un peu obsessionnel. Ouais. Parce qu'ils sont beaucoup sur vous, enfin votre tante et... Il n'y a que ma tante. Non, en fait, heureusement, oui, mais votre tante a l'air quand même assez... Mais elle m'a dit que... un pouvoir de nuisance assez grand, oui. Ouais. Elle m'a dit que là où elle habitait, j'avais choqué tout le monde. Mais il ne faut pas écouter ce qu'elle vous dit. Elle va mal, votre tante. On voit bien, elle est presque, c'est un peu... Vous voyez, vous passez du neveu adoré au neveu haï. Enfin, elle va mal et elle a un pouvoir de nuisance, somme toute, assez important. Donc, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez que peut-être il y avait une rivalité avec son frère. Et il y a une chose qui me paraît étrange et avec laquelle j'ai déjà discuté avec ses enfants, c'est que elle me dit, elle fabulait beaucoup en me disant, moi et mon frère, on a vécu les pires galères ensemble. Dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, on était à deux. J'étais tout le temps avec lui. J'étais ceci, cela. On est comme les deux doigts de la main. Et quand j'écoute les témoignages du reste de la famille, on me disait, et même par rapport à ce que mon père a pu me raconter de sa jeunesse en pleurant quand il était à la maison et qu'on buvait le café, je ne me souviens pas, et les gens me disent non, ils n'étaient pas comme non plus les deux doigts de la main, Dimitri, comme des frères et des sœurs, oui. Dimitri, je vous interromps, mais je ne connais pas bien évidemment ni votre père ni votre tante et leur histoire, mais franchement, vu l'attitude qu'elle a aujourd'hui vis-à-vis de vous, on peut penser qu'elle était en sérieuse rivalité avec son frère, hein.
Et que finalement, à travers vous, elle règle aussi beaucoup de choses. Donc, elle se réinvente une histoire. Peut-être que effectivement, depuis qu'il n'est plus là, elle s'en veut. Il y a beaucoup de choses. Elle est dans une ambivalence profonde. En tout cas, je dirais quand même pour conclure que vous, il faut vous protéger de tout ça. Parce que là, on sent que ça vous êtes bombardé de choses très négatives venant d'elle, où vous cherchez à discuter, vous, de façon, je dirais, très rationnelle, très pragmatique. On sent que vous aimeriez presque trouver un accord, mais avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde, avec quelqu'un qui va mal, semble-t-il, qui va très mal. Donc, ça ne sert à rien pour le moment de discuter. Tout ce qu'il faut faire, c'est vous en protéger. Et si vraiment cette histoire vous encombre trop, d'aller voir quelqu'un, un peu pour en parler, prendre un peu de distance et pouvoir essayer de retrouver de l'énergie pour votre vie à vous. D'accord ? Oui, exactement. De toute façon, le contact n'est plus possible. Bon, alors c'est très bien. C'est mieux comme ça. Bon courage, Dimitri. Merci en tout cas de m'avoir fait passer sur l'antenne et de votre écoute et de vos conseils aussi. En tout cas, ça fait du bien d'avoir les conseils de quelqu'un. Et voilà. Au revoir, Dimitri. Bon courage à vous. Au revoir. Bonne nuit à vous. Au revoir. La nuit est à vous sur Europe 1. Vous avez carte blanche au 39 21 pour nous confier ce que vous vivez, ce que vous ressentez et pour le partager avec nous. 39 21 pour me parler, pour me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Vous avez également les mails à votre disposition, europe1.fr, les SMS au 7 39 21 ou encore la page Facebook de l'émission. Et c'est Monique qui a composé le 39 21. Bonsoir Monique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ravie de vous avoir au téléphone. Oui. Voilà, je vous appelle parce que depuis quelque temps, le début du mois, j'ai un petit-fils qui a 3 ans et demi, qui a bientôt 4 ans, et qui a subi quelques attouchements de la part de son grand frère, qui a à peu près 13 ans. Qui a 13 ans et qui a 14 ans aussi bientôt. D'accord. Et du coup, je ne sais pas quoi faire parce que ça m'embête beaucoup. Et vu que c'est ma fille qui vit avec le père du gamin de 13 ans, et ils ont aussi ce petit garçon de 3 ans ensemble. Et ma fille, elle a très peur d'emmener mon petit-fils voir un médecin, de peur de raconter son histoire et qu'on lui enlève son fils. Alors, je sais pas comment... Alors, attendez, on va reprendre tranquillement les choses. Donc, c'est le fils là de 13 ans et d'un premier mariage, c'est ça, d'un premier mariage, père. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont eu ce petit garçon de 3 ans et demi. Voilà, ils ont ensemble, votre fille et ce monsieur, un petit garçon. Dans quel contexte a-t-il révélé cette histoire d'attouchement là, avec le grand frère ? Cette histoire s'est révélée comme mon petit-fils, je l'avais pendant les vacances de février, là, les vacances d'hiver. Oui, le soir, je l'ai au lit, mais souvent il m'attend pour s'endormir. Oui. Alors il m'a appelé pour venir lui faire bisous et faire un peu sa prière et tout. Et puis il me dit, mamie, il faut venir te coucher. Je suis allée, comme toujours, il a toujours dormi avec moi quand il vient à la maison. Oui. Et du coup il m'a dit texto comment ça s'est passé. Alors il m'a dit voilà, ça s'est passé comme ça. Il m'a fait ça. Et je lui ai dit que c'est pas bien parce que c'était dégueulasse. Mais moi, je ne savais pas que le petit avait déjà dit à ses parents. Ses parents étaient déjà au courant. D'accord. Je pensais que c'était quelque chose de nouveau. Il en a parlé à ses parents qui n'ont pas eu de réaction. Il vous en parle à vous. Ben oui, il attend une réaction, cet enfant. Oui, voilà. Il attend d'être protégé. Voilà, c'est ça. Ils ont puni le plus grand quand le petit leur a révélé tout ça. Et en l'envoyant chez ses grands-parents, du côté maternel. Mais le petit, il semble être touché par ce problème parce qu'à tout moment, il touche ses parties intimes. Constamment. C'est-à-dire qu'il se masturbe beaucoup maintenant ? Oui, voilà, c'est ça. Ah oui. Il va à l'école, votre petit-fils ? Oui, il va à l'école, oui. Mais si vous voulez, ça ne peut pas se régler par une simple punition. Parce que il faut que les choses soient parlées. Et d'ailleurs, cet enfant, il en parle. Tant que ça ne sera pas réglé autrement, il va en parler.
Et là où alors déjà, il faudrait rassurer votre fille, donc c'est-à-dire la maman. C'est pas parce qu'elle va en parler à un médecin, voire avec son pédiatre et un pédopsychiatre, qu'on va lui enlever son enfant. Bien au contraire. Oui, voilà. Bien au contraire. C'est-à-dire que en parlant, elle va déjà demander un avis, voir avec un pédopsychiatre il faut analyser un peu ce que dit l'enfant, voir si c'est avéré ou pas. Même si à cet âge-là, tout petit comme ça, il est quand même très petit, 3 ans et demi, les enfants racontent rarement des histoires. Hein. Ils peuvent difficilement inventer ce genre de choses. Il m'avait déjà raconté une première histoire qui se passait dans la nuit, mais je m'étais posé une question parce que j'avais pas entendu la fin. Je m'étais dit, est-ce que c'est ce que j'avais entendu? J'avais pas réagi. Et quelques jours après, il m'a raconté cette histoire. Mais il me l'a dit texto. Comme il me l'a dit, c'est comme ça il l'a dit à ses parents. Mais il vous dit avec ses mots d'enfant. Quand vous dites, il vous dit texto, il vous dit quoi que Il m'a dit, voilà, le petit, je dirais, Habile a fait, il a pris son zizi, il m'a mis dans la bouche. Il m'a dit, tu suces. Oui, l'enfant ne peut pas l'inventer. Voilà. Un enfant ne peut pas inventer des choses comme... C'est lui qui a dit c'est dégueulasse ou c'est vous? Oui, c'est lui. Oui. Il m'a dit, mamie, c'est dégueulasse. Cet enfant, je dirais que là, il est vraiment important d'agir parce que sinon, cet enfant, enfin, il attend des adultes autour de lui, en premier lieu de ses parents, aussi de vous, sa grand-mère. Il attend quoi? D'être protégé. Voilà, or finalement, il a ce grand frère qui, à tout moment, peut, au fond, rentrer comme ça chez lui et faire ce genre de choses avec lui. C'est très angoissant. Et puis ça fait que plus rien. Non, mais votre fille. Les amis dans la même chambre. Ils couchent dans la même chambre. Ils sont plus dans la même chambre. Oui, mais vous savez, ce garçon de 13 ans, lui-même a besoin d'aide. Oui. Bon, parce qu'il y a des limites qui n'ont pas été clairement posées. Dans la famille, même si c'est un demi-frère, dans la famille, on a des relations affectives qui sont chastes. Or là, ce garçon, il est en pleine poussée pubertaire, c'est un jeune adolescent. Ça fait pas de lui un pervers, hein. Ça fait de lui quelqu'un. Il prend ce qu'il a sous la main, en l'occurrence le petit frère, pour satisfaire des pulsions. Mais le laisser comme ça, livré lui aussi à ses pulsions, c'est catastrophique. Parce que cet enfant, on peut espérer, si par ailleurs il va bien, il peut avoir des accès de culpabilité quand même. Et se vivre un peu comme, quelqu'un. Et aussi dans la famille, on peut penser qu'il est projeté sur lui des images un peu angoissantes pour l'avenir. Donc, le punir en l'envoyant chez les autres grands-parents, ça n'a pas de sens au regard de ce qui s'est passé. C'est-à-dire déjà il faut que ça soit parlé, il faut déjà que ce petit garçon, là, votre petit-fils de 3 ans et demi, soit vu. Bon, le pédiatre de l'enfant peut donner les coordonnées d'un pédopsychiatre. Il faut qu'il soit entendu par ce pédopsychiatre. Mais son conjoint, il refuse. Ça doit rester en famille. Ben non, ça doit pas rester en famille parce que c'est justement en famille que se passent ces choses-là. Voilà. Alors pour un enfant, vous vous rendez compte, pour un petit enfant, parce qu'il faut bien dire ce qui est aussi, on parle malheureusement la maltraitance, y compris les abus sexuels, on parle toujours de les parents ont une grande angoisse de ce qui se passe à l'extérieur, on parle beaucoup de la pédophilie, mais enfin, dans 80% des cas, ça a lieu à l'intérieur des familles, ces problèmes-là. C'est à l'intérieur des familles que les enfants sont maltraités et abusés sexuellement. Donc c'est pas la famille qui peut régler le problème. C'est ce qu'on leur a dit, oui. On essaie de les aider, mais il essaie de m'écarter complètement. Mais par exemple, je devais aller le chercher hier parce qu'il n'y avait pas école, il a préféré le garder lui-même. Parce qu'il pense que c'est moi qui pose des questions au gamin. Et non, le gamin, il se confie directement à moi. Vous savez ce qui va se passer? Il me parle comme un adulte. Monique, ce qu'il faut dire à votre fille, déjà en premier lieu, la rassurer. On ne lui enlèvera pas son enfant. Parce que elle l'amène voir un médecin où cet enfant va raconter ce qui s'est passé. En revanche, si rien ne se dit, si comme le dit votre gendre, ça doit rester en famille, qu'est-ce qui se passe? Votre petit-fils, il parle. Il a raison, cet enfant. Et pourquoi il parle? Mais pourquoi il parle? Parce que en fait, il attend des adultes d'être protégés. Donc il en parle à ses parents qui ne bougent pas. Il en parle à vous,
vous posez des questions. Mais il va en parler à l'école. C'est ça ce que j'ai dit Et à là, ma à fille. l'école, croyez-moi, ça risque de bouger, je l'espère en tout cas. Voilà. Et on va pas mettre ça sous le boisseau en disant on n'a rien entendu. Voilà, c'est ça. Donc ce que vous pouvez dire Ça à qui votre m'inquiète. fille, c'est que si elle ne fait rien, elle prend le risque qu'effectivement ça soit l'école qui intervienne. Et là, il va y avoir un signalement de fait. Et là, effectivement, elle va être mise face à ses responsabilités en disant pourquoi, qu'est-ce qui se passe au sein de la famille et pourquoi vous n'en avez pas parlé. Donc il est beaucoup préférable déjà, d'une part, pour son enfant, d'anticiper les choses en voyant déjà un pédopsychiatre dans un premier temps, pour qu'il évalue ce qui s'est passé. Vu ce que vous me dites, un enfant de 3 ans, il ne sait pas que les fellations, ça existe à 3 ans. Donc il ne peut pas inventer ce genre de choses. Il ne met pas le mot, évidemment. Il décrit la scène, mais il ne peut pas l'inventer. Voilà. Un enfant à 3 ans n'a aucune idée de la sexualité adulte. Bon, donc quand même, il faut qu'il voie un pédopsychiatre. Et à partir de là, si vous voulez, il faut aussi... le pédopsychiatre pourra demander également à voir l'autre enfant. Le père, là, lui aussi aurait besoin d'être un peu rassuré. Il a peur, il craint pour son fils de 13 ans. Il a peur Voilà, que... c'est ça, voilà. Bon, vous savez, bien sûr que c'est compliqué ces situations quand ça se passe en famille. Mais il faut aussi expliquer aux parents que déjà certains se limitent à un suivi par un pédopsychiatre. J'ai connu une famille comme ça où ça se passait entre cousins. Il y avait eu pendant les vacances comme ça des attouchements entre enfants. Ça avait posé un gros cas de conscience évidemment aux parents de signaler parce que c'était un signalement judiciaire qui avait des conséquences. Mais finalement, ces histoires-là souvent se traitent au niveau du juge des enfants. Et le juge des enfants, il est là évidemment pour tout ce qui concerne la répression des mineurs quand ils commettent des délits, mais aussi pour la protection. Donc parfois ça peut poser un cadre. Je me souviens en tout cas dans le cas de cette famille où c'était une petite fille de 9 ans qui avait été très rassurée de savoir que finalement il y avait un juge qui incarnait la loi, qui incarnait l'autorité, qui avait dit que c'était pas bien, que ça ne se faisait pas, qu'à l'intérieur de la famille on n'avait pas le droit d'avoir des gestes comme ça. C'était très rassurant et que ses parents soient là. Là elle était dans un monde qui à nouveau retrouvait du sens. Et l'enfant qui était agresseur, entre guillemets. L'enfant lui-même, on lui avait fait un rappel à la loi, en quelque sorte. Il avait été entendu par le juge. Et derrière ça, il y avait eu un suivi éducatif et psychologique. Et là aussi, on fait de la prévention. Parce que cet enfant de 13 ans, si on le laisse aussi comme ça tout seul, c'est pas simple de se construire avec ça. Et encore une fois, ça fait pas de lui. Il a beaucoup pleuré, il a beaucoup maigri pendant les vacances. Oui. Il va pas bien non plus cet enfant. C'est pas comme ça. Non. C'est pas comme ça. Vous avez raison. Il faut faire voir un psychiatre, un psychologue et tout. Oui. Et ça ne fait pas de lui un malade. C'est ça, parce que souvent les parents peuvent avoir peur ou se dire oh là là. Oui, c'est ça, il a peur. Ils ont peur tous les deux. Et c'est la peur qui les empêche. Ils vont enlever son fils et tout. J'ai beau lui rassurer, mais mon gendre, il n'est pas prêt. Et moi, je suis tétanisée de savoir qu'ils font rien, parce que je connais mon petit-fils, je sais qu'il ment pas. Mais il faut. Je lui pose pas de questions, il est instantané avec moi. Monique, il faut vraiment en parler à votre fille, en disant, il faut faire quelque chose. Déjà, allez voir un médecin. Parce que vous dites simplement, votre petit-fils, il vous en parle, il a besoin d'en parler. Ah oui, il m'en parle, il m'en parle de tout. C'est bien qu'il en parle. Le pire, ça serait qu'il n'en parle plus. Parce qu'on le sermonne à la maison et qu'on lui dit maintenant, tu n'en parles plus, c'est pas bien d'en parler. Donc, dans un sens, tant mieux qu'il puisse en parler. C'est un événement suffisamment choquant pour lui, pour qu'il ait besoin de s'exprimer. Là où ça n'a plus de sens, c'est si alors qu'il en parle à des adultes qui sans arrêt, à l'âge de 3 ans, qu'est-ce qu'on est sur le dos des enfants à leur dire là t'as fait une bêtise, fais pas ci, c'est pas ça, c'est pas bien. Et là, il se passe quelque chose de grave au sein de la famille. Et là, on fait rien. Ouais. Donc vous voyez, pour un enfant, comment on peut se construire dans un monde qui n'a plus de sens quand on y réfléchit? Parce que partout, à ce moment-là, on leur fait peur avec les dangers qui viennent du monde extérieur. On leur apprend à se méfier, à pas aller avec des inconnus. Oui, mais le problème, le danger, il est à l'intérieur de la maison. Comment voulez-vous qu'un enfant se construise avec ça? Oui.
Donc, si vous voulez, il faut vraiment en parler tranquillement à votre fille et déjà la rassurer, parce que c'est pas parce qu'un enfant, vous pouvez lui dire que vous en avez parlé avec moi, faites-lui écouter le podcast de l'émission. Au besoin. D'accord. Vous pouvez dire que vous en avez parlé, ça reste confidentiel, rien n'est nommé. Faites-lui écouter au besoin. C'est des situations qui arrivent. Bon, et on n'envoie pas l'enfant en prison et celui qui a été victime, vous voyez, on le retire pas à ses parents. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est de la peur et c'est du fantasme. En revanche, bien sûr qu'on propose un suivi qui parfois d'ailleurs n'est pas forcément long. Vous savez, votre petit-fils à 3 ans et demi, 4 ans, le fait de pouvoir en parler, d'être entendu, qu'on lui dise, bah oui, ton frère, effectivement, là, il a fait une énorme bêtise, mais on va voir avec lui, parce qu'il faut pas qu'il touche comme ça ton corps, il n'a pas le droit de le faire, personne ne peut le faire, d'ailleurs, pas plus ton frère, que ton père, que ton grand-père, que ta grand-mère, ou je ne sais qui. Ça permet de replacer les limites, et aussi pour ce grand frère-là. Ça remet un peu les choses à leur place. Rassurée, voilà. D'être entendue par une personne extérieure. Et c'est ça ce que j'ai dit à ma fille. Mais elle n'entend rien. Mais parce que, vous savez, quand on a peur, on fait la politique de l'autruche. On fait comme si on n'avait rien vu, rien entendu. Mais le risque qu'elle prend, c'est à un moment que le petit en parle et on parle à des personnes extérieures et que ça sorte. Donc bon, alors en disant ça, je voudrais pas non plus qu'on dise à l'enfant qu'on lui fasse la leçon en disant il faut pas que t'en parles. Mais vous, il faut que vous insistiez, déjà, Monique. Ils veulent me le limiter en ce moment. Bah oui. Parce qu'ils trouvent avec moi, il est trop instantané. Il me dit trop bien les choses. Parce qu'il sait, la dernière fois, il avait un problème à l'école. Il y avait un petit copain de la maternelle qui le frappait. Et j'ai été voir la maîtresse parce que le soir, il dormait pas. Il pleurait. Chaque fois que j'allais le chercher à l'école, il pleurait. Il me disait, mamie, un tel n'arrête pas de me frapper. Et j'en ai marre. Il me disait, j'en ai marre. Comme ça. Quand il parle, on dirait que c'est un gamin qui a 7-8 ans. Quand il parle. Il s'exprime très bien. J'ai été voir la maîtresse avec lui et on en a discuté. Il a entendu ce que dit la maîtresse. Mais là, c'est cohérent. Là, c'est cohérent. Vous avez très bien réagi. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui à l'école le tape, qui est plus grand. Votre petit-fils a peur. Vous allez voir la maîtresse. Il avait vraiment peur. Il pleurait des fois la nuit. Mais vous savez, il peut avoir peur aussi quand son frère le rejoint. Ou en tout cas peur de ce frère. Il y a un week-end, il était là, le 2 week-ends derniers, là. Il était là. Son frère dormait dans le salon. Il était dans la chambre. Il a oublié son doudou. Il devait aller le chercher. Il m'a dit, mamie, je vais pas dans le salon parce qu'il y a Alan et c'est dans le noir. Voilà. Bah oui, le pauvre, il a peur. Ça représente un danger. Le danger est à l'intérieur de la maison et ceux qui sont censés le protéger, pour le moment, ne le protègent pas. Donc c'est très angoissant, ça. Très angoissant. Un enfant, son monde, il se résume à ses parents, aux adultes grands-parents, à ceux qui en tiennent lieu et qui sont là pour le protéger. Voilà. Bon, donc il faut votre fille, vous êtes très sensée, Monique. On sent bien que vous m'appelez, ça vous inquiète, ça vous perturbe. On sent bien que vous n'envisagez. Ce jour-là, j'ai pleuré toute la nuit, comme une madeleine. Quand elle m'a dit ça, je tremblais comme une feuille. Donc on sent bien que vous n'envisagez pas de laisser les choses en l'état, ça n'a pas de sens. Non. Et vous avez raison. J'ai dit je vous appelle d'abord pour avoir quelques renseignements. Et si mon gendre et ma fille ne bougent pas, moi je vais les voir et je vais leur dire s'ils ne bougent pas, que moi je prends l'initiative de faire les choses. Vous avez raison. Il faut carrément dire, vous essayez pour le moment d'en parler encore à votre fille, ça serait mieux que ça vienne d'elle. Si vraiment vous voyez qu'ils sont dans une situation de blocage et qu'ils n'en parlent pas, vous dites c'est moi qui vais aller voir un pédopsychiatre ou qui vais contacter l'école pour informer de ce qui se passe parce que je ne veux pas laisser mon petit-fils dans cette situation. C'est trop grave pour le laisser comme ça. Et en plus, ce faisant, vous agissez aussi pour cet enfant, pour ce garçon de 13 ans, qui, encore une fois, lui, voyez, vous me dites que depuis, il va pas bien, il a maigri, il doit se sentir très coupable de ça. Il est coupable, oui. La première fois qu'il est revenu à la maison, il s'est carrément assis par terre chez moi. Bah oui, parce qu'il doit avoir l'impression peut-être qu'il est un monstre ou je ne sais quoi. Donc il faut, lui aussi a besoin de parler. Il n'avait jamais fait ça. Ben oui, mais vous savez, à 13 ans et demi, il est en pleine poussée pubertaire, il est en pleine des pulsions comme ça qui peuvent le prendre. Ça fait pas de lui un monstre, évidemment. Mais en revanche, il faut que les choses soient parlées. Il y a Olivier qui dit, sinon, votre petit-fils, il est à la merci de son grand frère. Olivier qui ajoute, à 4 ans, on ne se masturbe pas.
Bah si, Olivier, c'est vrai que ça a toujours déjà... Et qu'il est là, il touche ses parties intimes comme ça, constamment. Déjà du temps de Freud, ça faisait scandale, la masturbation des enfants, et ça continue encore aujourd'hui. Mais tout un chacun qui observe un peu les petits-enfants, ils découvrent très tôt que les parties génitales, le fait de les toucher, ça déclenche du plaisir. Et c'est un des premiers symptômes, souvent, quand il y a une masturbation compulsive chez les enfants, comme ça, petits... ça peut faire partie des symptômes d'abus sexuels. C'est pas uniquement, je voudrais pas alerter là tous les parents qui écoutent, et il peut y avoir bien d'autres raisons derrière tout ça, mais ça peut faire partie des symptômes. Et encore une fois, les symptômes d'abus sexuels, c'est tout un ensemble de symptômes qui caractérisent les choses. Donc pour votre petit-fils, il faut pas attendre que ça devienne là, tant qu'il en parle, c'est bien, et maintenant il faut agir. Vraiment, c'est votre rôle en tant que grand-mère. Le problème, c'est que je trouve que le père essaie de l'éloigner contre moi, le mettant chez l'autre grand-mère, et évite que je le récupère. C'est ça que... C'est pour ça, aujourd'hui, ça j'étais dépassée. Monique, bien sûr que le père, il réagit parce qu'il a peur. Parce que, vous voyez, votre fille, elle se dit, oh là là, on va m'enlever le petit. Lui, il doit penser, on va mettre mon grand en prison. Il faut arrêter, là. Il s'agit d'enfants. Donc, je vais dire, on va ni retirer le petit, ni emprisonner le grand, là. On va simplement voir déjà un médecin, en parler, faire un peu un bilan, voir ce qui se passe, que devant ce médecin aussi, le grand puisse en parler, et que les choses qui restent pas non plus enfermées dans une culpabilité terrible. Alors, si maintenant, vous dites, si votre fille et votre gendre vous disent, bon, puisque c'est comme ça, puisque tu veux faire des histoires, tu verras plus le petit, dire, moi, je ne vais pas laisser ni mon petit-fils, ni l'autre enfant dans cette situation, et de toute façon, je ferai un signalement. C'est tout. Et c'est protéger les enfants, hein. Oui. Vraiment. D'accord. Donc, parce que si vous voulez ne pas intervenir dans des situations comme ça, il faut avoir conscience que c'est préjudiciable pour leur avenir. Voilà. Et nous, on se sent aussi coupable dans la mesure où si on n'a rien fait, on se sent un peu coupable de ne rien dire, de ne rien faire. Mais si vous voulez, après, de toute façon, plus rien n'est cohérent, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, dans l'éducation, on pose beaucoup d'interdits à un enfant, et ces interdits sont structurants. Mais si, à l'intérieur d'une famille, il n'y a pas le premier interdit fondateur qui est l'interdit de l'inceste, plus rien n'a de sens, quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une famille, même si c'est des demi-sœurs, des demi-frères et autres, les relations doivent être chastes. Donc, entre membres d'une famille, il n'y a pas de sexualité. On va à l'extérieur de la famille. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des interdits qui sont extrêmement structurants. Et si on ne respecte pas cet interdit-là, après, ça n'a pas de sens de fâcher l'enfant pour une bêtise quelconque qu'il fait. Hein. Oui. Vous voyez ? Et l'enfant a besoin, comme ça, de quelque chose de cohérent. Voilà. Donc, c'est à vous d'agir. Ce qu'il a fait, oui, voilà. Bon, donc Monique, je compte sur vous pour en parler à votre votre fille et la convaincre de parler, parce que reprenez bien cet argument, c'est-à-dire que bien sûr qu'on ne lui enlèvera pas le petit, mais si elle ne le fait pas, il peut arriver que le petit moment se confie à des personnes qui elles feront un signalement. Voilà, c'est ce que moi je lui ai dit. Parce qu'à la couchette, il se sent bien, il peut parler avec l'ATSEM, il peut parler avec les dames de cantine quand il est dehors, voilà. Et puis, parce que moi, j'ai travaillé dans ce domaine et je sais comment les enfants ils se comportent. S'il parle, votre petit-fils, c'est en parlant comme ça, il y a une demande d'aide. Il y a un appel au secours. Voilà ce qui se passe, il vous le dit avec ses mots, c'est dégueulasse. Donc, derrière ça, il attend une protection. Si c'est parce qu'il a confiance en vous, comme il a confiance en sa maman, qui lui dit. Il a confiance en vous. Si, alors qu'il demande protection et secours, vous ne réagissez pas, il perd toute confiance en vous, en premier lieu, mais aussi en lui. Et c'est tout son monde qui s'écroule. Donc il faut bien en avoir conscience de tout ça. J'ai quand même remarqué que ces derniers temps, il était un petit peu raplapla. Il se couchait par terre, il se sentait pas. C'était pas je trouve qu'il s'est un petit peu ramolli quand même. Il a perdu un peu de son tonus. Mais c'est normal, c'est normal. C'est normal qu'il y ait une angoisse derrière. Donc, pour conclure, Monique, là, il y a lieu d'agir. D'accord. Agir déjà et prendre rendez-vous avec un pédopsychiatre.
en priorité. D'accord, Caroline. D'accord. On fera le nécessaire et je vous tiendrai au courant. Entendu. Avec plaisir, donnez-moi de vos nouvelles. Hein. Entendu. Et n'hésitez Merci pas à faire beaucoup. écouter l'émission en podcast à votre fille, si ça peut l'aider aussi. Bon courage. À bientôt, Monique. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Quelques réactions au témoignage de Monique. Valérie dit peut-être que cette grand-mère pourrait prévenir le médecin de famille si sa fille n'intervient pas. Bon courage à elle. Fabienne qui dit il faut vraiment en parler avec votre fille, même si le père n'est pas d'accord, car trop de cas se passent en famille ou avec des proches de la famille et dans un silence assourdissant. À ce propos, il y a un numéro de téléphone, le 119, pour signaler des suspicions de maltraitance. Et je rappelle que professionnels ou non professionnels, nous sommes tous tenus de signaler une situation qui nous paraît préoccupante pour un enfant, même si on n'est pas sûr. Il vaut mieux signaler. Après, c'est eux qui peuvent diligenter une enquête sociale, voir ce qu'il en est. Mais dans le doute, il vaut quand même mieux le faire, 119, parce que ça peut sauver des vies. Bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Tout d'abord, merci pour le David Bowie des années 70. Ah, j'étais sûre que ça allait vous faire plaisir. Ah, beaucoup. Et c'est là qu'on voit que le temps passe très vite. Les années 70. Oh là là. C'était il y a déjà 40 ans. C'était Oui. ma période parisienne. Ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, vous étiez à Paris ? Ah, moi j'ai vécu 11 ans à Paris. Oui. Et beaucoup à Et dans Saint-Germain-des-Prés, dans les Exactement. cinémas du quartier latin. Tout à fait. 11 ans, vous avez vécu à Paris ? 11 ans, entre 66 et 77, quand ma seconde fille, elle a eu 4 mois et elle va avoir 40 ans dans 2 mois. D'accord. Et c'est là que je me dis, putain que ça passe vite. Je vous fais pas dire. J'ai la même expression que vous, mais là je suis à l'antenne, donc je vais me retenir. Oui, Mais c'est vrai que ça passe vite. Je me permets. Alors, avant de vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé, un film américain, Oui. The Lost City of Z, je voudrais vous parler de Aki Kaurismäki, le cinéaste finlandais dont je viens de revoir sur Arte le film L'homme sans passé, et qui est formidable. Je pense que ça me dit quelque chose. Attendez, ça, oui, L'homme sans passé. Ça date de 2002. Ben, je crois que je l'avais vu au cinéma. Oui, Oui. Je l'avais vu à Oui. l'époque, en 2002, il y a déjà 15 ans. Tiens. Et c'est repassé là ces jours-ci sur Arte ? Maintenant, je En ce viens de le moment, revoir là sur Arte. D'accord. Et alors, il y a un petit cycle Kaurismäki, Oui. mercredi prochain, toujours sur Arte, merci Arte, n'est-ce pas ? Il passe Le Havre, que je connais. Oui. Et je voulais vous en parler parce que demain, je compte aller voir au cinéma son nouveau film qui est sorti il y a 8 jours, qui a pour titre L'autre côté de l'espoir. D'accord. Voilà. D'accord. Et quel est le thème, sans trop déflorer le sujet ? Le Havre que j'ai vu et L'autre côté de l'espoir que je verrai demain, je pense que le thème commun c'est l'immigration. Le Havre, c'est un petit noir qui est un petit Africain qui est recueilli au Havre en France, c'est tourné en France. Hein. Et L'autre côté de l'espoir, c'est aussi là, ça se passe à Helsinki, en Finlande. C'est un jeune Syrien qui débarque à Helsinki. Voilà. D'accord. Mais Oui, alors, on est en plein dans l'actualité là. Hein. Complètement. Complètement. Et là, L'homme sans passé que je viens de revoir, c'est une petite merveille de. Il y a un moment, il est dans un square comme ça, il est pas sur un banc, il est agressé, il perd la mémoire. Voilà, c'est le début du film. Oui, c'est vrai que il est magnifique ce film. Il est tabassé et il perd la mémoire. C'est ça. Oui. Mais alors, il y a une émotion, il y a une humanité, et même de l'humour. Et puis, il y a la mise en scène de Kaurismäki. Moi, les films de Kaurismäki, tout de suite, on les reconnaît. Moi, vous me bluffez, parce que alors, votre culture cinématographique, je suis vraiment... vous retenez tous les noms des metteurs en scène. Oui. Et là, de Lost City of... je vous laisse la suite. Of Z. Of Z. C'est le même cinéaste.
Pas du tout. Pas du tout. Non. d'accord. Moi, je vous parle de Coris Maki parce que je viens de revoir L'Homme sans passé sur Arte. D'accord. Ah ben il y a quelqu'un qui l'a vu aussi qui dit formidable, hein, Oui. L'Homme sans passé, revu aussi sur Arte. Vous pouvez le dire. C'est vrai qu'il passe d'excellents films. S'il n'y avait pas Arte. Alors c'est demain que vous allez voir celui-là là. Demain, je vais voir son nouveau L'histoire de film l'explorateur anglais. au cinéma qui est sorti il y a 8 jours, qui a pour titre L'autre côté de l'espoir. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre alors ces derniers temps Eh bien, qui j'ai vous a vu plu? The Lost City of Z D'accord. de James Gray. C'est un cinéaste. C'est étonnant ce film parce que je connais James Gray depuis ses débuts. Il a toujours fait des films noirs et uniquement centrés sur New York. Et là, il a fait un film sur, c'est l'histoire vraie. C'est un projet qu'il avait à cœur depuis une dizaine d'années, et c'est l'histoire vraie de situer entre 1906 et 1925 je l'ai noté, de Percy Fawcett. Percy Fawcett. On en a besoin de noter là, Voilà. parce qu'avec tout ce que vous nous dites, c'est toujours savoureux avec votre accent de Pau. mais c'est vrai qu'on a intérêt à prendre des notes. Et dans le genre film français, alors, qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps qui vous a plu? Vous nous parlez que de vos coups de cœur, hein, chaque fois. Oui. Qu'est-ce que j'ai vu comme film français de coup de cœur? Oui. Pas grand. Pas grand-chose en ce moment. Vous n'avez pas envie d'aller voir Sage-Femme là, avec Alors, Catherine Sage-Femme, Fro et Catherine Deneuve? Je vais sûrement aller le voir, mais j'ai une réticence tout à fait personnelle. J'ai peur que ce film soit essentiellement basé sur la notoriété de Catherine Deneuve et Catherine Fro. Alors maintenant, comment... J'ai lu une excellente critique dans le Canard enchaîné. Ils disent que c'est... Ah oui. J'ai pas lu. Donc je leur fais assez confiance. Oui. Bon. Il fait partie des films à voir. Moi, j'ai vu d'autres critiques plus moyennes. Mais bon. Ah bon, oui, mais enfin, si le Canard dit que c'est bon, ça doit être bon, non? Pensez pas? Bon, de toute façon, un film, on l'aime ou on l'aime pas, il faut commencer par aller le voir. De toute façon, quand même, Catherine Fro et Catherine Deneuve, Oui. elles sont excellentes toutes les deux. Elles sont excellentes toutes les deux. Maintenant, comment est tournée l'histoire, comment est faite la mise en scène, moi, je fais très attention à ça. Hein. Bon, pour une fois, moi, je suivrai pas votre avis. Je vais quand même aller le voir ce week-end, même si vous me le déconseillez. Oui. Ah mais non, mais je l'ai pas vu, donc je ne déconseille pas. Non, mais je sais. Et c'est ce que dit Margaret. Merci de nous faire partager vos émotions, vos coups de cœur, parce qu'en général, c'est vrai que on peut y aller après les yeux fermés, ou presque. Oui, alors pour en revenir à The Lost City of Z, parce que apparemment ça ressemble à un film d'aventure qui me rappelle les films des années 50-60, Oui. mais ça va au-delà, parce que c'est l'histoire vraie de cet explorateur qui est envoyé en Amazonie pour cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Et alors, sur le point de quitter l'expédition, il est persuadé avoir découvert les vestiges d'une civilisation disparue, et il est tiraillé entre l'amour pour sa famille restée en Angleterre, les moqueries de l'élite intellectuelle britannique qui ne le prend pas au sérieux, et le désir de revenir à l'Amazonie pour concrétiser sa découverte. Et derrière un classicisme apparent, on aperçoit un côté très intime, que choisir entre la vie de famille douillette en Angleterre et le désir de continuer les découvertes dans la jungle amazonienne. Voilà le thème du film. Bon, donc demain après-midi, vous êtes dans la jungle amazonienne, mon cher Yves. Hein? Voilà. Vous nous raconterez. Tiens, j'ai quelqu'un Sévéro, qui dit franchement, moi j'ai vu une très bonne critique dans Télérama de Sage-Femme, et en plus il y a Olivier Gourmet que vous aimez beaucoup. Olivier Gourmet. À chaque fois vous m'en parlez, vous l'aimez Olivier beaucoup, Gourmet, cet acteur. on le voit partout. Il n'arrête pas de tourner. C'est bien. C'est bien il est pour très lui. bien, Olivier Gourmet. Oui, c'est bien. Olivier Gourmet, moi je l'ai connu, ça je m'en souviens très bien. Il a été lancé par les frères Dardenne en 96 dans le film La Promesse. La Promesse, ça se passe en Belgique. Il fait le rôle d'un trafiquant de main-d'œuvre africaine avec l'aide de son fils. Son fils qui est un gamin, à l'époque, il était gamin, c'était Jérémy Régnier. Ah oui, d'accord. Et c'est le film qui il a a commencé tout jeune comme ça, enfant, Jérémy Régnier. Et parce que Jérémy Régnier, à cette époque, il avait environ 16 ans. Hein. C'était en 96, et donc, vous voyez, oui. il y a 20 ans. Je ne savais pas qu'il avait commencé si jeune. Ah oui. Et ce
film m'avait bouleversé, c'était formidable. Et c'est le film qui a fait découvrir les frères Dardenne en France. Et après, ils ont eu la carrière qu'on connaît. Et les frères Dardenne, Dieu sait si vous nous en parlez, hein, Yves. Oui. Il y a Fabienne qui adore à chaque fois que vous nous parliez de cinéma, elle trouve juste que vous allez trop vite, elle a pas eu le temps de tout noter. Il faut dire que ce soir, c'est du costaud, hein. Parce que les frères Dardenne, ils ont quand même fait l'exploit d'avoir 2 fois la Palme d'Or à Cannes. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Rosetta en 99, qui a lancé la carrière d'Émilie Dequesne. Oui, elle est formidable, cette actrice. Qui est très bonne comédienne. Oui. Et ensuite, c'était L'Enfant avec Jérémy Régnier. Mais c'est du cinéma social. C'est pas comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas la petite distraction du samedi soir. Non, Avec vous, rarement, hein, mon cher Yves. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir à l'antenne. On attend vos prochains coups de cœur, hein, promis. Les prochains coups de cœur, il y a c'est pas tout de suite, ça va vite arriver. Il y a le Festival de Cannes dans 2 mois. Et oui. Vous vous préparez là, ça y est il faut que je vois la programmation. On ne la connaît pas encore. Tout ce que je sais, c'est que c'est Almodovar, le président du jury. Et il y a Monica Bellucci qui va être. Il y a Monica Bellucci, oui. Mais avec Almodovar président, oui, ça va être un beau festival. Hein. Je pense qu'Almodovar, il aurait dû avoir plusieurs fois la Palme d'Or. Moi je trouve aussi, je suis d'accord avec vous. Oui, lui, il est d'une originalité extraordinaire. Oui, et puis il a des personnages de femmes à chaque fois fantastiques. Fantastiques, il aime vraiment les... Il sait faire du cinéma, c'est toujours très, très joli à regarder sur l'écran. Ah, il y a une auditrice qui dit « Qu'est-ce que j'aimerais bien, moi, aller au cinéma avec Yves ?» Mais... Qu'elle m'appelle. Ah bon? Ouh là là! Chiche! Ouh là là, c'est la première fois, mais je sais pas. C'est parce que d'habitude, ça tombe à plat. Il y a toujours des propositions qui arrivent. D'habitude, c'est allez, je vous rappelle. Que moi, je suis au fin fond du sud-ouest. Alors, si elle habite le Pas-de-Calais, ça va être difficile. Ah, mais peut-être qu'elle est tout à côté, de chez vous. Qui sait? Bon. Bon, alors voilà, c'est dit, c'est passé. Et puis peut-être que demain, vous irez faire un petit tour non, pas en Amazonie, où est-ce que vous êtes? Si. En Amazonie. En Amazonie, tous les deux. Je vous embrasse, Yves, et je vous dis à bientôt. Hein. Au revoir et bonne soirée. Merci, Yves, bonne soirée. À tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Caroline, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi ou si les auditeurs se rappellent peut-être de mon histoire. Je suis en fait une maman qui est non-voyante et qui a un fils qui a 16 ans. Oui. Auquel j'avais du mal à faire scolariser depuis 3 ans. Ah si, oui. Voilà. Si, bien sûr, je me souviens très bien de vous. Voilà. Vous nous aviez appelé parce que vous aviez beaucoup de mal à trouver une place. Il vit chez vous, une place dans un IME. Il y avait des problèmes avec la commission aussi, je me souviens. Il n'y a pas très longtemps que vous nous aviez appelé. Oui, voilà, je voulais quand même déjà remercier tous les auditeurs qui étaient venus en mon aide ce soir-là, parce que j'avais eu quand même pas mal d'appels. Oui. Et puis surtout vous, Caroline, parce qu'à chaque fois, vous êtes toujours pleine de bons conseils. Plein de bons conseils. C'est gentil, Sylvie, mais vous avez raison de... Moi, vous savez, je suis un lien avant tout, mais vous avez raison de... Je me souviens, il y avait eu beaucoup de réactions ce soir-là, parce que votre témoignage avait touché beaucoup d'éditeurs. Et je me souviens notamment, c'était un monsieur qui était en voiture, qui avait pris la peine de s'arrêter parce que lui-même avait une situation avec son petit garçon, et vous avez dit de vraiment faire le forcing auprès de la MDPH. C'est ce que j'ai fait, je vous assure, dès le lendemain. J'explique en 2 mots, j'ai appelé la MDPH, expliquant que je voulais participer à la commission, auquel on m'avait demandé pourquoi, qu'ils y réfléchiraient et qu'on me recontacterait. On m'a recontacté quelque temps après, me reposant la question pourquoi je tenais à participer à cette décision, à cette commission. Oui. Je leur ai donc expliqué, je ne vais pas redire tout le parcours, que l'enfant, ça faisait 3 ans qu'il est sans situation scolaire, sans situation sociale, qu'il était vraiment, c'est un gamin qui vit tout seul, voilà.
que moi je suis seule avec lui, que c'est très difficile et pour lui et pour moi, oui. et que c'est un enfant qu'il faut qu'il soit, qu'il ait un lieu de son âge. Bien sûr, et qu'il soit avec des jeunes de son âge. Enfin, à la maison, c'est plus tenable comme ça. Puis bon, déjà qu'il a une maturité qui est pas très très bon. Voilà, il faut l'aider à grandir. Vous avez pu expliquer vraiment ce que vous viviez au quotidien avec votre fils. Oui, alors que vous ne saviez pas à ce moment-là que vous pouviez être présente à la commission. Mais c'est les auditeurs qui vous avez appelé, voilà. C'est les auditeurs qui en avaient parlé, je me souviens de ça. Refus de partout me disaient non, n'y comptez pas, ce sera pas possible. Même l'hôpital de jour qui s'occupe de mon fils. C'est incroyable ça, il faudra leur dire quand même, parce que vous aviez été très mal renseignés là. Mais je me suis pas gênée. Croyez-moi que je l'ai dit très gentiment, mais je l'ai dit à la pédopsychiatre d'un hôpital qui est très connu à Marseille. C'est bien parce que comme ça, il pourra. Créé par le professeur, le docteur Ruffo. D'accord. Voilà. Professeur Ruffo, oui. Le professeur Ruffo, voilà. Donc... c'est bien parce que comme ça, il pourra mieux renseigner les familles. Quand même, oui. Enfin, j'estime que. On connaît pas tout en même temps, on ne sait pas tous les. Mais bon. Mais enfin, c'est bien parce que je le dis souvent, cette émission, on l'a fait ensemble et chacun, je remercie souvent les auditeurs qui sont toujours très présents et surtout quand il y a une situation comme ça où qu'on sent désemparé, chacun vous amenez votre pierre à l'édifice. Ah oui, mais. C'est vraiment une chaîne, mais alors on se connaît pas, mais en même temps on se connaît un peu tous et j'adore cette émission pour ça, quoi. Déjà vous qui l'animez, le standard où vraiment tout le monde est super, super gentil et je vous assure ça apporte beaucoup quand on est dans le désarroi comme j'étais l'autre jour et comme je le suis parfois, je vous appelle pas, mais vous apportez tellement de bons conseils que on peut que se sentir mieux après, quoi. Mais comme vous dites, c'est une chaîne de solidarité. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice et en tout cas, vous, ça vous a déjà réconforté au point que dès le lendemain, vous avez appelé la MDPH et vous avez pu être entendu par cette commission. Et non seulement, mais j'ai reçu un courrier favorable. Ah bon? C'est formidable, ça. Mon fils a été accepté en IME. Voilà. Il a été reconnu handicapé. Oui. Et il passe. Là, on a une première visite dans un IME le 7 avril. D'accord. C'est une visite pour qu'il fasse connaissance avec le lieu, avec l'équipe. Voilà, tout à fait. Mais après, si vous voulez, on reste pas que sur celui-là. Il y en a 5 ou 6 à voir dans la région. Et on l'inscrit on va l'inscrire de partout pour savoir lequel sera le mieux pour mon fils, quoi. Et qu'est-ce qu'il en dit, votre fils, alors Alors, les premiers temps, c'était très compliqué parce que « Mais maman, je vais plus te voir ». Ça l'inquiétait un peu, énormément. D'être séparé de vous. Voilà, tout à fait. Mais oui, c'est normal. On lui a montré avec l'éducatrice, moi-même et l'éducatrice, on a essayé de lui montrer le bon côté de la chose, surtout pour lui, en lui expliquant, parce que il a très peur des jeunes, il a une phobie de tout ce qui l'entoure, en fait. Oui, mais c'est pour ça que c'est bien qu'il puisse quand même être en contact avec des jeunes gens de son âge, pour qu'il ne se replie pas comme ça sur lui-même, parce que ça peut le rendre un peu agressif, un peu... C'est ça, c'est ce qui s'est passé envers moi. Oui. C'est pas bon d'être uniquement dans ce lien-là très fusionnel avec vous. C'est lourd pour vous et pour lui, c'est pas une bonne chose. Bien sûr. Et donc du coup... vous devez être bien soulagé. Ah oui, je vous assure que vraiment je suis... Alors bon, les premiers temps, comme je vous dis, il n'était pas trop... Voilà, c'était surtout sa grande inquiétude de savoir, mais quand est-ce que maman, quand est-ce qu'on se verra plus? Et là, aujourd'hui, sa question, ça a été, mais tu sais, maman, si on me dit que le téléphone portable c'est interdit, moi je pourrais pas t'appeler, donc moi je veux pas y aller. Il est bien dans les préoccupations des adolescents d'aujourd'hui, votre fils. Oui, ça pour ça, oui. Ça m'étonnerait qu'on lui interdise le portable. Non plus. Mais de toute façon, il rentrera, il peut rentrer le jour, tous les week-ends, d'accord. Oui, il sera en internat. Un internat, d'accord. Il est à 1h30 de chez moi, mais de toute façon, ils seront tous à peu près... voilà, donc... Oui, mais il a un âge où ça va lui faire du bien d'être avec d'autres jeunes, des éducateurs. Les premiers temps, un petit peu. Les premiers temps, un petit peu. Parce même pour vous, d'ailleurs, peut-être, finalement. Ça va faire bizarre, mes 4 enfants sont partis, là, ça va faire tout bizarre, mais bon. Oui, après... mais vous allez un peu pouvoir vous reposer parce que vous savez qu'il va être bien et vous allez pouvoir vous aussi un peu souffler, quoi. Oui. Vous êtes bien battu, bien bataillé pour qu'il puisse avoir cette place. Je suis contente, on est arrivé un peu à... Enfin, je suis arrivée un peu à ce qui était bien pour mon fils. Et je vous répète, tout ça grâce
à toute votre équipe et aux auditeurs qui, c'est vrai, avaient été nombreux. Je ne sais pas si ce papa est à l'écoute ce soir, ça serait bien parce que il avait été vraiment, lui, il disait il faut faire le forcing, il faut insister. Je sais que c'est dur, mais c'est ce qu'il faisait. Il y avait des dames aussi que j'ai vues au téléphone qui ont été charmantes comme tout. Enfin, vraiment, qui vous je remercie tout le monde. Bah écoutez, c'est très, en tout cas, c'est très gentil de votre part d'avoir pris la peine de nous rappeler pour nous donner des nouvelles et en plus de bonnes nouvelles. C'est tout à fait normal, Caroline. Donc, voilà. Bah écoutez, je suis vraiment, je suis ravie pour vous, Sylvie, pour votre fils. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à une prochaine nuit peut-être. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Un petit message de Monica à l'attention d'Yves en disant bon c'est bien tout ce cinéma mais il faut quand même pas laisser la poussière se poser sur le clairon. Vous avez raison ma chère Monica de lui rappeler. On compte sur Yves pour la fête de la musique. On compte sur vous et votre clairon. Bonsoir Claudette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oh, vous avez l'air toute timide là. Oui, enfin, c'est un peu impressionnant de savoir qu'on va passer sur l'antenne. Il faut pas y penser. Il faut pas. C'est les premières secondes qui font ça, et puis après vous vous lancez et vous n'y pensez plus. Et on n'arrive plus à vous arrêter après. Là, on va vous arrêter pour les infos de minuit dans 5 minutes, mais ça vous laisse le temps de me dire que vous voulez me parler de votre fils. C'est ça ? Oui. Il a quel âge ? Il a 21 ans. 21 ans, d'accord. Et alors, il cherche une formation actuellement ? Il est en apprentissage ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en 2e année de DUT réseau et télécommunications. Ah, c'est très précis, ça. Et il doit faire un stage de 10 à 12 semaines. D'accord, oui. Pour finaliser la 2e année. D'accord. Et depuis le mois d'octobre, il fait des demandes partout. Mais ça n'aboutit à rien. Il a eu trois entretiens. Mais ils sont tellement nombreux à l'entretien et il y en a qui acceptent. Mais après, il faut payer. Donc, c'est les stages payants. C'est les stages qui doivent être rémunérés. Bon, c'est incroyable ça quand même. Ah, attendez, non, le stage doit être rémunéré. C'est-à-dire que votre fils serait rémunéré. Oui, donc c'est là où évidemment déjà c'est compliqué de trouver un stage. C'est là que... Ah, oui. C'est obligatoire ça Oui. Mais la rémunération, elle est de combien ? De 400 et quelques. Bah oui, c'est maintenant, oui, c'est légal. Et ça coince alors. Mais il doit pas... Parfois, je dis mieux vaut ne pas le rémunérer. Ils me disent non, mais c'est la loi. C'est obligatoire. Oui. Il y en a qui la contournent, cela dit. Mais bon. Enfin, il doit pas être le seul, j'imagine, à avoir du mal. Parce que c'est vrai que trouver un stage, maintenant, c'est comme trouver un job. Il faut vraiment ces entretiens de recrutement. C'est bon. Donc, les professeurs, enfin, doivent être au courant de ces difficultés. Oui, ils sont plusieurs comme ça. Les professeurs... Ils cherchent aussi. Oui, c'est ça. Ils ont un réseau un petit peu, en général, pour ceux vraiment qui n'ont pas décroché un stage. Ils ont toujours des adresses en dernier recours quand même à leur communiquer. Non ? Mais là, ils commencent à stresser parce que les jours avant, c'est moi aussi, ça me stresse. Oui. Il doit le faire quand, son stage ? Le 10 avril, à partir du 10 avril. Oui, ça approche. Oui, en effet. À partir du 10 avril, donc un stage de 2 semaines. Oui, parce qu'il dit s'il n'a pas son stage, il sera obligé de redoubler. Donc, non, ça va pas, ça. Mais alors, vous dites dans les réseaux et télécommunications, concrètement, c'est dans... puisque profitez d'être sur Europe 1 pour peut-être lancer un petit appel. Après tout, si on a quelqu'un dans une entreprise qui... Dans quoi il pourrait faire ce stage ? Dans... France Télécom, enfin dans les entreprises qui font des installations de réseau, Internet et de la téléphonie. France Télécom et tous les autres opérateurs finalement. Oui. Bon.
Il aurait presque fallu que votre fils nous appelle et qu'il fasse sa petite annonce là en direct. Mais bon, après tout, on aura peut-être des contacts 3921 qu'on vous transmettra avec plaisir si c'est le cas. Mais enfin, de toute façon, il faut qu'il en parle à ses profs. Et c'est vrai que cette histoire, déjà, c'est pas facile de trouver un stage. Maintenant, la loi exige qu'ils soient rémunérés, donc certaines entreprises peuvent un peu faire la tête. Bon, je pense que les professeurs sont très au courant de ces problèmes-là et qu'ils vont pas le laisser quand même tomber comme ça. Oui, ils sont plusieurs, donc... Bon, alors il faut un peu... J'ai téléphoné à l'université, elle m'a dit oui, mais ils sont plusieurs, donc ouais. C'est un peu difficile, quoi. Mais bon, il y a Théo qui est en première année d'IUT Génie Bio et beaucoup d'amis de deuxième année voient avec leurs profs. Ils ont beaucoup de stages à proposer pour tous les types d'élèves, dit Théo, les bons comme les moins bons. Ils vont pas le laisser comme ça sans stage, si vraiment. Ils ont, eux, des réseaux de parler avec l'école, avec... bon. Mais en tout cas, si on a des propositions pour vous, ma chère Claudette, bien sûr, on fera suivre 3921. Bon courage et bonne chance à vous. Au revoir, Claudette. Continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Alors, un petit message de Lily pour Claudette, cette maman qui désespérait un peu que son fils ne trouve pas un stage dans les réseaux et télécommunications. Lily dit, pour les offres de stage, voir le site du CRIJ, Centre régional d'information jeunesse, et aussi les réseaux d'anciens élèves. Alors Jamila, elle dit, je souhaite bonne chance à cette maman et à son fils. Elle, Jamila, son fils, a réussi à obtenir un stage chez un des opérateurs cités là. Et puis des réactions aussi cinéma, après le témoignage d'Yves. Quelqu'un me dit, j'ai vu le film Sage-Femme en avant-première et j'ai aimé le mélange du métier de sage-femme et la vie familiale de cette sage-femme. C'est un film intense et parfois humoristique. J'en suis sortie différente et les protagonistes jouent très très bien. Alors je voulais le partager avec vous. Et puis il y a Lou qui dit, l'autre côté de l'espoir est le deuxième volet après Le Havre d'une trilogie sur l'exil. Lou qui recommande aussi un film argentin, Citoyen d'honneur, fiction sur un écrivain argentin prix Nobel qui revient dans son petit village. C'est aussi un film sur la création littéraire. Merci de partager avec nous comme ça vos coups de cœur cinématographiques, littéraires aussi. J'ai vu passer comme ça sur mon écran un auditeur prénommé Manu qui disait, moi j'aimerais bien de temps en temps, comme Yves, pouvoir vous faire part d'un coup de cœur littéraire. Pourquoi pas, avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. Si un soir vous voulez nous parler comme ça d'un film qui vous a particulièrement plu, n'hésitez pas. On sera ravis de voir ça avec vous. Pour le moment, je ne sais plus, c'est Dominique qui est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai écouté très émue cette mamie qui s'inquiétait beaucoup pour... Oui. Alors, le petit Monique. de 3 ans et demi, c'est son petit-fils, et le petit des 13 ans, elle ne l'a pas dit, c'est son petit-fils ou pas ? Alors non, puisque en fait c'est le petit de 3 ans et demi et le fils de sa fille et d'un monsieur qui avait un garçon de 13 ans et demi d'une précédente union. Oui. Voilà. Qui m'a semblé, de ce que disait la mamie qui se sent écartée, c'est que la famille transformait cette histoire un petit peu en secret de famille. Ah ben oui. Oui, comme souvent. Alors là, avec tout ce que ça peut comporter pour ce petit garçon de 3 ans et demi qui doit de ce fait se sentir vraiment pas bien, en conflit de loyauté par rapport à ses parents, et puis très mal par rapport à l'acte subi, parce que ça fait partie des abus sexuels quand même graves, ce qu'il a vécu. Il me semble le garçon de 13 ans et demi aussi ne doit pas être bien. Faut pas oublier ça parce qu'il doit aussi lui se traîner une culpabilité terrible. Bien sûr.
Alors justement, vous aviez un peu des conseils à donner. Je ne sais pas, c'est parce que si vous êtes professionnel vous-même. Dans les écoles, le mieux par rapport au secret professionnel, parce que c'est des histoires quand même particulièrement intimes et familiales, ce sont les médecins de santé scolaire qui de plus sont très habitués à travailler avec des pédopsychiatres sur ces questions-là. Bien sûr. Parce que bon, la mamie va s'adresser à une personne à l'école, mais la personne à l'école n'est pas sous secret professionnel, et le médecin de santé scolaire ne dira pas forcément que c'est la grand-mère qui en a parlé d'ailleurs. La grand-mère est écartée parce que les parents pensent qu'elle pourrait en parler. Oui, mais c'est pour ça que je disais bien à Monique, et au besoin en faisant écouter le podcast de l'émission à sa fille, si elle a un peu de difficulté par rapport à elle, de dire que de toute façon, ce petit garçon, il est jeune, donc il parle, lui. Un enfant plus grand aurait pu se sentir un peu honteux, culpabilisé, sentir la réaction des adultes qui en font un secret, et donc se taire. Lui, il a encore cette spontanéité de la toute petite enfance, et donc il peut en parler. Donc, c'est ce que je disais à Monique. S'il en parle à l'école, évidemment, les enseignants vont ouvrir leurs oreilles et ils auront raison de dire qu'est-ce qui se passe là. Oui, mais sauf si les parents lui disent t'as pas le droit d'en parler à l'école, ça va occasionner des gros problèmes à ton grand frère. Il faut pas que tu en parles. En tout cas, vous avez raison de dire que bien sûr il y a les médecins scolaires, qui travaillent beaucoup en lien avec les CMPP, enfin bon, bien sûr. C'est pareil, la maman doit savoir que pour le grand garçon de 13 ans et demi, si elle va voir le médecin de santé scolaire, elle va le diriger vers un psychiatre, mais elle va pas du tout le diriger vers la police. Mais bien sûr que non. Non, je disais, j'avais eu comme ça connaissance d'une situation où il y avait eu un problème d'abus sexuel entre enfants au sein d'une famille, là c'était entre cousins, et où les parents de la petite fille qui avait été victime d'abus avaient quand même décidé, même si c'était entre frères et sœurs, du coup, enfin, c'était des cousins, donc les parents c'était des frères et sœurs, malgré tout, de porter une action en justice. Après, ça leur avait posé un cas de conscience, mais quand même faire un signalement au juge des enfants. Et l'enfant en avait été très soulagé parce qu'elle s'était sentie protégée. Et même pour l'enfant qui avait commis les attouchements, ça avait replacé un cadre assez rassurant autour de lui, où finalement il avait pu dire pourquoi ce qui s'était passé, mais aussi il y avait eu un suivi éducatif et psychologique qui avait permis un peu de remettre les choses à leur place et que cet enfant puisse aussi poursuivre son développement sans que lui soit attaché des images difficiles. Qui culpabilisent au niveau inconscient, ils peuvent se créer eux-mêmes des problèmes dans la vie. Grave. Ça, oui. Oui, genre bien sûr. Mutilation, oui, enfin, ça c'est sûr. Après, il y a plein de symptômes, mais c'est pour ça qu'il est important déjà de protéger cet enfant et de faire de la prévention. Ouais. Il y a un message d'ailleurs de Lou à ce sujet qui dit qu'à l'école, dès la petite section, donc les enfants de 3 ans, on leur parle des limites du corps, du respect du corps de l'autre. Voilà. J'espère que ça s'est fait, même dans ces petites classes. Et elle dit, ce petit garçon saisira l'occasion. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est un film canadien disant Mon corps m'appartient. Oui, il est très connu. Et il est très très bien. Oui, les Canadiens ont vraiment un temps d'avance sur nous, pour tout ce qui est problème de violence, abus sexuels sur enfants, violence conjugale. On s'inspire beaucoup de ce qu'ils ont fait, des pratiques qu'ils ont mis en place. Oui. Mais il faut dire à la maman que c'est beaucoup plus courant qu'on le pense, ces histoires qui se passent entre grands frères et petites sœurs ou petits frères. Oui, mais ça ne se règle pas en famille. Voilà, il faut quand même, c'est bien de faire appel à des tiers un peu pour recadrer les choses. Les psychiatres sont eux-mêmes sous secret professionnel, ça peut se passer très bien et pour l'un et pour l'autre, mais il faut une thérapie pour l'un et pour l'autre quand même. Oui, puis surtout que cette grand-mère on la sentait très concernée, très vigilante, et on sentait bien qu'elle ne voulait pas en rester là. Mais je vous remercie beaucoup Dominique pour ces informations et pour votre soutien. Au revoir Caroline. Au revoir, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir Dominique. Merci vous aussi.
La ligne est ouverte au 39 21. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez m'appeler, bien sûr, pour me parler de vous, pour réagir à un témoignage, comme vient de le faire Dominique. Et je vous rappelle également que quand vous n'avez pas en ligne Amandine et Paul, vous pouvez laisser un message aussi sur le répondeur de la Libre Antenne au 39 21, puisqu'il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et surtout, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de téléphone, et plutôt 2 fois qu'une, parce qu'on a encore tous les jours des messages vous nous dites que vous avez envie, vous avez un souci, vous voudriez en parler avec nous, et puis vous dites, bon ben voilà, au revoir, le téléphone s'affiche. Non, votre téléphone ne s'affiche pas. Donc surtout, n'oubliez pas de nous indiquer votre numéro de téléphone et on fera tout notre possible pour vous rappeler. C'est promis. C'est maintenant Marie qui est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Bon ben voilà, je disais que j'avais des difficultés de relation avec ma fille depuis qu'elle a divorcé, ça fait 7 ans. Oui. Et notamment ce soir, je lui demande comment elle allait, elle ne me dit pas très bien, enfin bon, puis on raconte quelques problèmes, et puis elle continue en me disant en ce moment je ne fais rien de bien. Alors je lui dis bah non, dis quand même pas ça. Alors elle me dit tu sais pas écouter. Alors les vraies relations sont vraiment difficiles. Alors je sais pas ce que j'aurais dû faire. Elle me dit pas une écoute je sais plus passive ou active qu'elle m'a dit, je me rappelle plus d'ailleurs. Oui, elle est un peu culottée parce que vous êtes sa mère, hein, vous n'êtes pas sa psy. Elle vous sort on parle, vous n'êtes pas là pour écouter passivement, et c'était plutôt gentil de votre part. C'était même pas plutôt, c'était gentil de votre part. C'était lui dire non, écoute, ne dis pas ça. Vous vouliez la rassurer, mais. Oui, Mais elle, comme elle ne va pas bien, elle prend un peu tout mal en ce moment. Mais c'est très souvent aussi, c'est très très souvent. Oui. Oui. Mais quand elle vous parle, voyez, d'écoute active ou d'écoute passive, là, c'est hors de propos, parce que vous êtes sa mère, encore une fois. Vous n'êtes pas là, vous réagissez spontanément, et c'était gentil de votre part, ce que vous lui disiez. C'était écoute, mais et certainement après coup, elle l'a réalisé. Mais sur le moment, vous savez, parfois, elle avait besoin peut-être de vider un peu son sac, de dire ce qu'elle avait sur le cœur. Et bon. Et c'est depuis son divorce que c'est devenu, que vous trouvez qu'elle est comme ça plus agressive avec vous et qu'elle va moins bien? Elle a quel âge? Elle est même très très agressive, 47 ans. 47 ans, d'accord. Donc bon, par exemple, les relations avec moi, ça va encore, mais avec son père, c'est encore beaucoup plus tendu. Ah oui. Et bon, elle m'interdit de dire, quand je lui téléphone, elle m'interdit de dire nous. Quand je ne peux pas parler, nous avons fait ci ou nous pensons ça, elle me dit c'est toi qui parles, tu parles de toi, point final. Si papa veut avoir de mes nouvelles, il n'a qu'à m'appeler, tu n'as rien à lui dire. Oh là là, oui, effectivement, elle est très agressive, oui, parce que là, elle reprend au mot près, elle vous passe rien. Mais vous êtes ensemble avec son père? Oui, bien sûr. Oui, mais elle ne supporte plus le nous. Ça la renvoie trop. Enfin, je sais pas. Parce que c'est normal. Enfin, vous dites spontanément, vous vivez avec votre mari, son père. Vous dites nous. Vous pourriez d'ailleurs lui dire, écoute, ma chérie, je suis désolée, mais enfin, elle n'a pas non plus à vous donner des cours de ce que vous devez dire ou pas dire. Sinon, tout devient très pénible. Si vous devez peser chaque mot, vous pouvez lui dire, écoute, non. Vous voyez, c'est pas parce qu'elle ne va pas bien que vous devez non plus tout laisser passer. Il s'agit pas de vous fâcher avec elle, hein, mais vous pouvez lui dire tranquillement. Je sais que c'est pas toujours facile, mais parce que là, elle cherche des poux dans la tête, là, comme on dit un peu familièrement. Vous voyez? Oui, mais c'est souvent là. C'est-à-dire on ne demande pas mieux que de l'aider, on l'aide financièrement. Oui. Ah oui, vous l'aidez. Pourquoi? Parce que sa situation financière en pâtit beaucoup. Disons que c'est pas énormément brillant, mais enfin bon, elle s'en sort quand même, elle s'en sortirait, hein, mais ça lui donne un peu plus de liberté. Mais elle a de la chance de vous avoir. Enfin, on sent que vous avez envie de bien faire, de l'aider au mieux. Et
Elle a des enfants, votre fille? Oui, elle a quand même. Bon, elle a un métier un peu difficile, elle est dans l'enseignement. Oui. Et elle a 2 filles, et l'aînée est très très dure. Mais elle est en pension actuellement. D'accord. Donc elle ne vit pas avec elle la semaine. Elle la voit un week-end sur 2. Oui. Elle a un week-end sur 2. Et elle a donc une autre fille avec elle ou un autre fils? Oui, mais l'autre a 10 ans, elle est très mignonne. D'accord. Et elle est enseignante, elle est professeure, hein, c'est ça? Oui, professeure des écoles. Ouais, elle est avec des petits alors? Oui. Bon. Mais il faudrait qu'elle se fasse aider, votre fille, en fait, si elle va si mal là, si elle est à cran comme ça et agressive pour tout, enfin... Bon, cette séparation est difficile, elle a des rapports compliqués avec sa fille aînée, mais c'est parce qu'elle va pas bien, tout devient très compliqué, âpre. Et elle a un métier en plus qui la sollicite quand même beaucoup, parce que les enfants, ça... Oui, ça c'est très difficile. Oui, ça doit être compliqué, même si, je sais pas si elle en parle d'ailleurs de son métier, ou peut-être que c'est un endroit où elle se sent bien encore, où elle se sent valorisée. Non, justement, c'est en parlant de son travail. Elle m'a dit je ne fais rien de bien. Même, oui, elle a le sentiment. Elle est déprimée, votre fille, là, en ce moment. Je sais pas. Un peu. Je peux même pas lui donner un avis, parce que bon, elle me dit bon, je sors beaucoup, mais je sors un peu trop, mais mon travail me prend beaucoup d'énergie. L'aînée est asthmatique, elle a perdu son ordonnance, il faut que je retourne ici ou là. Enfin bon, elle se fait une montagne un peu de tout, mais je n'ai le droit de rien dire. Parlez bien dans votre téléphone. Hein, pardonnez-moi. Elle se fait un peu une montagne de tout, mais je n'ai le droit de rien dire. Je ne peux pas donner un conseil ou donner un avis, parce que je lui dis... Moi, je lui dis, quand j'étais plus jeune, que j'avais quelque chose à décider, ça m'arrivait de prendre l'avis de plusieurs personnes et ensuite d'essayer d'y voir clair, quoi. Mais là, j'ai le droit je ne peux pas dire quoi que ce soit. Je me suis tout le temps rabrouée. Tout le temps rabrouée. Et en même temps, elle vous parle, elle se confie, elle a besoin de dire des choses. Donc, mais elle vous met dans une position difficile, en effet, parce que c'est à vous qu'elle parle de son mal-être, de ses difficultés, mais en même temps, vous ne pouvez rien en dire. Donc, c'est vrai que c'est une situation impossible dans laquelle elle vous met, parce qu'elle va mal. Mais là, c'est plus un mal-être général, si vous voulez. Quand vous me dites que vous confrontez à une situation un peu difficile, vous demandiez plusieurs avis et après vous preniez votre décision. Là, c'est plus global, si vous voulez. Ça donne, d'après ce que vous me dites, le sentiment, quand elle vous dit en ce moment je fais rien de bien dans ma vie, qu'elle est un peu perdue dans tout. Et qu'elle a le sentiment de mal faire. Et peut-être d'ailleurs même avec vous aussi. C'est-à-dire que dans ses rapports avec les autres, tout est compliqué. Elle en a conscience, mais elle est dépassée. Donc peut-être c'est dans des moments comme ça où il ne s'agit pas forcément, d'ailleurs, il n'y a pas une solution concrète à apporter, mais un peu lui dire, voyez, avoir une attitude assez maternelle, dans le sens où vous dites, bah oui, bah tu es fatigué aussi, tu vois, tu es fatigué en ce moment, ça serait bien un peu que tu en parles déjà, que tu vois un peu avec ton médecin, voir... peut-être que tu sois un peu aidé, un petit traitement, et puis peut-être un peu parler de ce que tu vis, parce que c'est compliqué depuis ta séparation. Je pense qu'elle a été suivie. Hein. Elle a vu une psy assez régulièrement. Elle n'en parle pas. Elle vous en a parlé, alors? Mais là, actuellement, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais elle vous en a parlé à un moment, ou c'est vous qui le supposez? Non, je sais qu'elle était suivie. Mais alors vous pouvez d'autant plus lui dire écoute, peut-être que ça serait bien que tu revoies un peu avec la psy que tu voyais, pour ne pas avoir ce sentiment de tout mal faire et d'être débordé, parce que c'est pénible comme sentiment. Quand on a le sentiment qu'on fait tout mal, au fond. C'est quand on est un peu déprimé qu'on réagit comme ça.
On est conscient, si vous voulez, que les relations avec les autres deviennent plus tendues, plus difficiles, plus conflictuelles, qu'on a le sentiment de ne pas être à la hauteur dans son boulot, dans tout en fait. Et c'est vrai que c'est pénible parce que du coup, on a une image dévalorisée de soi. Donc, il faut en prendre conscience et c'est peut-être là où vous pouvez l'aider, simplement en disant... Ne reste pas comme ça parce qu'au fond tu souffres. Elle souffre là. Et elle vous prend au mot quand elle vous dit non, mais vous lui avez dit ne dis pas ça. C'est en gros comme si elle pouvait rien dire, mais bon, c'est pas ça. C'est que vous vouliez la rassurer et elle n'a pas compris. Ouais. Elle pourrait pas se reposer un peu, s'arrêter peut-être un peu même. Je sais que les autres années, ça lui est arrivé. Là, pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, vous voyez, tout se passe par téléphone parce qu'elle est à 700 km. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, c'est plus difficile que... Et elle vous appelle ? C'est elle qui vous appelle ? Elle n'appelle pas souvent, non. C'est moi qui appelle ou je n'ose pas appeler parce que le samedi, je dis elle dort. Après, je me dis, elle prépare le repas. Après, je me dis, bon, ils sont peut-être sortis. Et puis après, c'est le soir. Je ne trouve jamais... Je ne sais pas quand téléphoner. Alors, la dernière fois, elle m'a dit, t'appelles quand tu veux. Mais quand j'appelle, ça m'est arrivé de le faire. Et elle partait ici, à droite, à gauche. Et on n'avait pas le temps de parler. Oui, mais alors, ça peut arriver. C'est là que vous appelez, elle avait des choses à faire à ce moment-là. Mais elle vous dit quand même, tu appelles quand tu veux. Donc ça veut dire que vous voyez bien qu'au fond, il y a une attente malgré tout. Sinon, elle ne vous dirait pas ça. C'est la dernière fois seulement. C'est la dernière fois qu'elle m'a dit ça. Moi, de temps en temps, j'envoie un SMS. Oui, c'est bien aussi. Vous avez raison. C'est pas mal parce que c'est une façon de lui dire que vous pensez à elle, envoyer un petit mot gentil, voyez, un petit message comme ça, c'est pas mal aussi. Vous pouvez faire les deux. C'est ce que dit quelqu'un là. Elle cherche plus peut-être chez vous un refuge, un peu de réconfort, de compassion plutôt que des conseils à proprement parler. Parce que son mal-être est plus global, c'est un état de fatigue. Elle a donc c'est son mari qui est parti. Elle subit de plein fouet ce divorce. Oui. J'espérais qu'avec le temps, ça se calmerait, quoi. Elle a été comme ça dès le début. Au début, elle a pu continuer quand même à travailler. Oh, elle s'est arrêtée. Ça lui est arrivé de s'arrêter. Oui, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à surmonter, cette séparation. Ça peut être long, hein. Ou peut-être que justement elle a voulu un peu cacher tout ça et bon. Ça serait bien en tout cas qu'elle soit à nouveau aidée, quoi, un peu accompagnée. Et elle peut pas venir, puisqu'elle a les prochaines vacances, elle peut pas venir un peu. Elle lui arrive de venir vous voir, elle aurait peut-être besoin un peu qu'on s'occupe d'elle, de pouvoir se reposer. De plus avoir le quotidien à gérer, voyez, peut-être un peu se retrouver, un peu chouchouter, quoi. Lui fassiez des bons petits plats, qu'elle dorme, qu'elle se repose un peu pendant les vacances. C'est pas possible ? Elle ne vient pas à la maison. Vous lui avez proposé ? Elle trouve que c'est trop loin, moi aussi d'ailleurs. Mais bon... oui, mais pour des vacances. Depuis longtemps, elle n'est pas venue depuis longtemps. Peut-être justement, ça peut être l'occasion. Vous redoutez ça Oui, un peu, parce que avec mon mari, elle est vraiment très agressive. Et bon, ça Et pourquoi elle est aussi agressive avec son père, selon vous ? Je ne sais pas. Pourquoi elle lui en veut autant ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas une petite idée ? Non, pas du tout. Enfin... alors, elle dit qu'il n'a jamais su lui parler. Oui. Qu'il ne sait pas lui parler. C'est vrai, mon mari ne parle pas beaucoup. Mais... Oui, elle en souffre actuellement particulièrement, peut-être. Elle a vraiment besoin de soutien. Et peut-être qu'elle aurait besoin que son père
lui dit, je ne sais pas, je sais que c'est difficile pour toi en ce moment, mais je pense à toi, j'aimerais, j'ai pas toujours les mots pour te le dire, mais tu comptes beaucoup. Il serait pas capable de dire ça, votre mari? Si vous lui demandiez un peu? Que ça soit lui de temps en temps qui l'appelle? Si savait, c'est pas parce qu'il ne parle pas beaucoup qu'il tient pas à sa fille. Non. Donc si vous lui disiez peut-être que en ce moment elle va pas bien et que elle aurait peut-être besoin du soutien aussi de son père. Je sais pas si lui y arrivera parce que elle s'est montrée tellement agressive qu'il est très très blessé. Oui, mais derrière cette agressivité, c'est qu'il y a une attente et il y a une souffrance. Enfin, il appelle pas, lui. C'est toujours vous qui appelez? Oui, c'est toujours moi qui appelle. C'est peut-être pour ça qu'elle vous dit arrête de dire non. Elle voudrait peut-être de temps en temps pouvoir vous parler un peu, puis parler à son père. Peut-être si vous craignez, il ne s'agit pas. C'est vrai qu'au téléphone, ça peut être un peu compliqué, mais dire écoute. Je vais te la passer, fais en sorte de lui dire un petit mot gentil, même si ça dure pas longtemps. Mais justement, au téléphone, pas longtemps, dire écoute, je pense à toi, ça m'ennuie de te savoir un peu pas très bien en ce moment. Peut-être lui proposer, dire si tu veux venir, peut-être qu'elle vous dira non, mais elle peut y réfléchir, savoir que c'est possible en tout cas, qu'elle pourrait venir se reposer un peu chez vous. Qu'elle peut avoir un lieu peut-être pour se poser, être un peu chouchoutée. Parfois c'est ce dont on a besoin quand on ne va pas bien et que tout devient compliqué au fond, le quotidien, parce que tout repose sur ses épaules là aujourd'hui. Oui. Et ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup parce que. Ça fait beaucoup parce que l'aîné est très très dur, hein, vraiment. Oui. C'est pour ça qu'elle a décidé de la placer en internat. C'est la deuxième année. Moi, je pense elle va sans doute revenir l'année prochaine à la maison. Mais je sais pas. Peut-être que ça ira mieux. Peut-être que ces 2 années en internat, elle aura grandi. Ça peut être une bonne chose. Hein. Et puis que votre fille ira mieux aussi d'ici là. Vous voyez? Oui. Et avec la petite, ça se passe mieux. Avec la petite, là. Oui. D'accord. Non, la petite, elle ne pose pas de problème. On la prend bien. Et... Oui, mais alors en même temps, ça aide aussi un enfant parce que le week-end, parfois si elle va pas bien, elle pourrait peut-être rester dormir. Vous me dites le week-end, j'ose pas la appeler trop tôt, elle dort. Et parfois, avec un enfant, on peut pas passer sa journée au lit. Il faut bien se lever, il faut bien. Alors ça a des avantages parce que ça permet de pas trop s'enfoncer non plus dans la déprime. Mais parfois, ça peut être aussi un peu lourd quand on est fatigué. Oui, mais enfin, quand les les filles sont là, ça lui arrive de dormir le matin jusqu'à 11h au midi. Les petites se préparent à manger et puis, elles sont quand même l'aînée à 13 ans. Hein. Bon, ça m'a un peu choquée, mais enfin bon... Quand elle vient en vacances, vous voulez dire ou... Non. Quand elle a les 2 filles le samedi... ça lui arrive de dormir jusqu'à midi. Et c'est pas habituel. Habituellement, votre fille ne faisait pas des grasses matinées comme ça, enfin. Enfin, j'ai l'impression que je ne suis pas derrière elle. Je ne suis pas derrière elle, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je pose pas trop de questions non plus. On voit les petites assez souvent en vacances. On les prend en vacances. C'est bien parce que ça déjà ça la soulage aussi d'avoir. Dans ces moments-là, au moins, elle peut souffler aussi un peu. Mais parce que ça peut être un signe, vous savez, quand on est déprimé, on dort davantage et notamment les matinées peuvent être difficiles, le réveil est difficile. Donc, ça serait bien qu'elle soit un peu aidée. C'est ce que vous pourriez lui dire, puisque vous aimeriez pouvoir l'aider, mais vous savez pas très bien comment, parce qu'elle vous rend pas les choses... facile, puisque à la fois elle vous parle, elle vous dit qu'elle va pas bien, mais dès que vous lui dites quelque chose, elle vous envoie balader. Peut-être simplement lui dire prendre un peu sur vous, c'est pas contre vous en fait, c'est qu'elle ne va pas bien et dire écoute, je sens bien, ça m'ennuie de te savoir malheureuse et de penser, parce que dire au fond
t'as tellement de qualités, la valoriser aussi, dire t'es courageuse d'arriver quand même à continuer à travailler, de t'occuper des filles comme tu le fais. Je sais bien que c'est pas simple, mais oui, je le dis ce soir. Je le dis. Je sais que c'est difficile ton métier plus les 2 filles. C'est vraiment très lourd. Oui. Bon. Enfin bon, voilà. Bon, je vais essayer. Alors, je vais essayer de. Merci de m'avoir remonté un peu le moral parce que j'étais un peu bas. Oui, ça vous a parce que vous la sentez pas bien et puis mais c'est pas contre vous, je pense. Et puis peut-être proposez-lui, même si elle vous dit non, mais dire si elle le veut, dire tu sais, tu peux venir à la maison aussi si tu as besoin un peu de te reposer, si. On serait ravis, ton père et moi, de t'accueillir. Et votre mari, essayez de dire, qu'il fasse un petit effort, même si c'est pas très bien passé entre eux. Dire, écoute, en ce moment, elle va vraiment pas bien, elle a besoin qu'on soit là, quoi. Dis-lui un petit mot gentil. Même si c'était lui qui lui proposait après tout. Dire, tu sais, la maison est ouverte, tu peux venir te reposer un peu, si ça peut te faire du bien. On est là. Simplement ça. Ça lui ferait peut-être du bien de savoir que, voilà. Son père, même si son père tient à elle et... Vous voyez ? D'accord. Bon. Je vais essayer. Bon courage, Marie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci pour tout. Alors, vos messages pour Marie, cette maman qui était un peu désemparée parce qu'elle aimerait bien aider sa fille qui, ne va pas bien en ce moment, et Marie en est bien consciente, mais qui en même temps, dès qu'elle dit un mot, sa fille la rabroue. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a Véronique qui dit, peut-être vous pourriez lui écrire une gentille lettre pleine de douceur, c'est parfois plus simple par écrit, dit Véronique. Cathy dit, c'est difficile de dire à ses parents qu'on va mal. Cathy dit, en particulier à son père, on a peur de les angoisser, de les décevoir. C'est vrai, vous avez raison. Et en même temps, c'est bien quand on peut le faire. C'est bien parce qu'il y a un côté rassurant et dans l'agressivité peut-être que cette jeune femme exprime vis-à-vis de son père, il y a quelque chose d'un peu d'une déception qui s'exprime à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui dit, si vous alliez la voir peut-être. Il y a Robinson qui dit, si vous alliez peut-être la voir, lui faire un peu la cuisine, la seconder afin qu'elle se repose, qu'elle puisse s'exprimer avec vous autour de moments doux. Et Robinson ajoute, et c'est très juste, que quand on est déprimé, on n'a pas forcément envie, la force de se déplacer. Parce que Marie le dit, 700 km c'est loin, mais Marie, il y a l'âge aussi, c'est compliqué pour des parents, c'est se déplacer. Mais vous avez raison, quand on est déprimé, tout coûte. On est tellement fatigué que même l'idée de faire une valise, se déplacer, tout devient compliqué. Il y a quelqu'un qui dit, je crois que c'est Michel, mais j'ai pas vraiment la fin du message, qui dit, j'ai une même situation avec mon fils qui a 46 ans. Il est mal et ça le rend odieux. Il n'accepte rien de moi. Tout ce que je dis est rejeté et considéré nul. Il est à l'étranger en plus et je ne le vois qu'une fois par an. Et Michel dit, c'est quand même fréquent. Les mères sont souvent des boucs émissaires. Ben oui, malheureusement, c'est aussi les personnes fiables à qui on s'en prend. Donc c'est un peu compliqué, mais enfin ça vaut le coup de tenir bon. Et puis vient un âge aussi où il est important quand on ne va pas bien, de dire de faire en sorte de se faire aider. Et les parents à un moment peuvent dire, écoute, moi je te sens vraiment pas bien, c'est important, il faudrait que tu vois ton médecin, que tu en parles et que tu restes pas dans cet état-là surtout. C'est Manu maintenant, je crois, qui est avec nous au 3921. Bonsoir Manu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vous êtes le Manu j'allais dire dive. Il va pas être content si. Voilà, exactement. Mais... c'est un scoop ce soir. Voilà. Yves vit avec un homme, c'est vous Manu. Je il va pas être content, il va sortir son clairon. Ah oui, exactement. Il y a longtemps qu'on l'a pas entendu celui-ci. Oui, c'est vrai, il se réserve pour la fête de la musique certainement. Ah voilà, on va s'entraîner alors. Donc en fait, moi je vous écoute depuis des semaines, des mois, on va dire des années. Oui, merci alors de votre fidélité. J'ai déjà appelé plusieurs fois et à chaque fois que j'entends Yves, moi qui suis un très très grand lecteur, je ne lis pas, je mange du livre, si je peux dire. Ah oui ?
Oui, voilà. Là, pour vous donner un exemple, depuis le début du mois de mars, je dois être à 18 ou 19, quelque chose comme ça. Ah oui, en effet, vous dévorez les livres. Et à chaque fois que j'entends Yves, je me dis, il faudrait que j'appelle pour parler un petit peu de mes pseudo coups de cœur, si ça intéresse ou pas les gens. Oui. Vous avez toujours beaucoup lu comme ça, parce que 19 livres depuis le mois de mars. Oui, toujours. En fait, si vous voulez, en plus de ça, je n'habite plus en France aujourd'hui, je vis à côté de Marrakech, à côté de la Palmeraie. Ah, vous avez de la chance. Oui, enfin là, en ce moment, il fait pas très beau, donc la chance viendra dans quelques jours. Et pourquoi on a même eu droit à la grêle. C'est vrai? Ah bon? Oui, samedi ou dimanche, on a eu droit à la grêle, on avait 2 cm de grêle partout. Ah tiens, c'était merveilleux. C'est rare quand même, ça. C'est très rare, mais quand ça tombe, ça tombe. Et vous y êtes pour le travail ou c'est un choix de... C'est un choix de vie, c'était un ras-le-bol de la France, un ras-le-bol, c'était un pseudo, on va pas dire burn-out, mais presque. D'accord. Et pourquoi et le Maroc, c'est un retour vers des racines ou... Oh, rien du tout. Non, rien du tout, c'est comme ça. On est parti, mon ami et moi, on est parti avec notre voiture et nos chiens et nos chats sous le bras, et voilà. D'accord. Et ça fait 5 ans qu'on y est, 4 ans et demi, et on est très heureux. Et votre ami et les chiens et les chats sont bien adaptés? Oh oui, maintenant on a même des volailles, on a même des moutons. Ah bon? Ah oui. Ah oui, d'accord. Bon. C'est l'arche de Noé. Oui, on aime beaucoup les animaux, on a des perroquets, on a des inséparables. Ah, c'est chouette. Et vous retournez en France? Ah oui, mais alors vous avez beaucoup de terrain alors? On doit avoir 4000 mètres de terrain. Ah en effet, oui. Ah oui. Mais si vous voulez, tout est relatif ici, ça n'a rien à voir avec... Oh, quand même, oui, mais enfin, près de Marrakech, la Palmeraie, c'est quand même c'est assez chic, hein? C'est assez chic, mais c'est pas si cher que ça. Ah bon, d'accord. D'accord. Voilà. C'est chic, mais pas cher. On a même des chèvres. Non, ça, il doit être bien tendu, votre terrain. Ah, très bien, parfait. Et les oliviers, elles adorent. Je les comprends, hein. Oh là là, ça fait envie. Et alors, vous avez tellement de temps pour dévorer des livres. Je travaille à la maison, je travaille par informatique. D'accord. Et je travaille à la maison et je lis beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis décembre 2014 ou début janvier 2015, j'ai dû en lire à peu près 600. C'est incroyable ça. Oui. Ah oui, alors je comprends que vous réagissiez à Yves, parce que alors Yves, lui, c'est pareil, il a le nombre de films. Enfin, à un moment, il nous disait, d'ailleurs, il allait plus au cinéma quand il travaillait. Il allait, je crois, au moins 4 fois au cinéma par semaine. Enfin, c'était bon. Alors vous lisez tout ce qui vous tombe. C'est que bon. Pour les livres, c'est parfait, c'est merveilleux. Oui. Mais si vous aimez lire Musso ou Lévy, alors attention, j'ai rien contre eux, parce que j'aime bien les lire comme ça va bien. Mais sorti de tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, etc., c'est un peu compliqué. Alors comment vous faites? Oui, parce qu'il n'y a pas de petite librairie à côté de chez vous. Et après, c'est Inch'Allah. C'est-à-dire que le colis peut mettre 3 jours à arriver, ou 6 jours. Oui. Il peut mettre 2 mois et demi. Ah oui, d'accord, c'est la surprise. Voilà. Cet été, on a reçu un colis. Il a fallu qu'on appelle l'ambassade. Il a fallu qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères, ce qui correspond à la culture, pour faire tamponner je ne sais combien de trucs, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un... Voilà. Vous n'avez pas le droit d'avoir quoi? Ils ne comprenaient pas pourquoi on commandait autant de livres. C'était louche. C'était quoi ces livres en fait? C'est ça. C'était des livres. Non, je vous taquine. C'est plus normal, mais voilà. Et alors, quand on a des amis ou de la famille qui viennent, ils remplissent les valises de livres et puis voilà, je suis content. Vous pourriez ouvrir une bibliothèque à ce rythme-là? Presque. Et alors vous lisez pas tout ce qui vous tombe sous la main, parce que sous la main vous n'auriez pas grand-chose. Vous êtes obligé de commander. Je commande, sinon par e-book quand j'ai vraiment envie. D'accord. Oui, c'est bien pratique. Mais sinon, j'aime bien quand même sentir le papier, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça je vous comprends. Voilà. Alors donc, parmi ces coups de cœur, je ne sais pas si vous les connaissez. Dites-moi. Alors le premier, c'est Intissa Radia. C'est une petite Marocaine. Non, je ne connais pas. C'est une jeune femme qui a 35 ans, qui est néphrologue. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Et qui a écrit un livre qui s'appelle « Si Dieu nous prête vie ». Alors attention, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas du tout d'histoire d'Allah, de quoi que ce soit. Oui. Et c'est simplement une jeune femme qui explique la vie au quotidien de personnes au Maroc qui doivent se faire dialyser. D'accord, donc elle parle de son métier en fait, de ça. Tout à fait. Mais c'est quand même un peu romancé ou c'est vraiment tenu comme un journal? C'est tenu. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu romancé. Et elle explique surtout la vie au quotidien de ces personnes qui deviennent finalement des amis.
parce qu'ils se voient 3-4 fois par semaine et c'est vraiment très 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 beau. Enfin moi je sais que j'ai beaucoup aimé et en plus vivant au Maroc je connais un petit peu le pays. C'est ce que j'allais dire, le système de santé, parce que quand on est dans les grandes villes comme Marrakech, Casablanca, tout ça, ça va, mais dès qu'on sort un peu, ça doit être quand même compliqué. Enfin, faut pas que ça soit trop compliqué quand même, hein. Même à Marrakech. Hein. Oui. Parce qu'on a quand même tendance à vous opérer d'une jambe alors que vous avez mal au bras. Hein. C'est à ce point-là ? C'est pire encore. Ah bon ? Voilà. Bon, donc il faut pas être malade, il faut être en bonne santé. Quand on est malade, soit on a un bon médecin ici, européen ou même marocain, attention, hein, et on a vraiment confiance, et là ça va, sinon on rentre en France. Hein. Ah, quand même, vous voyez que ça a du bon la France, hein. Il faut pas tout jeter en bloc. Bon. Et donc là, ce livre, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé parce que Si Dieu nous prête vie, donc c'est un jeune médecin néphrologue. Et quel est son... Et en fait, elle nous parle au quotidien... des gens qui vivent avec la dialyse et qui sont dans l'espoir de se faire greffer ou pas. Alors vous imaginez, on est dans une autre dimension par rapport à la France. Hein. Mais ça doit être intéressant parce que c'est vrai que c'est toute la vie qui est chamboulée de voir le nombre. C'est vraiment, enfin moi je sais que j'ai beaucoup aimé, et puis ne serait-ce que après il y a toutes les coutumes, mais sans parler de religion, mais de la culture, les odeurs, Enfin, quand on lit le livre, moi qui habite ici, j'ai eu l'impression de voir les gens devant moi. Hein. Oui, c'est très vivant. C'est vraiment un très très beau livre. Et c'est un auteur connu ou c'est son premier En fait, elle a fait plusieurs petits ouvrages et des essais. Et c'est son premier livre. C'est une jeune femme brillante alors, si elle est à la fois médecin comme ça. Et il est sorti en France, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Bah oui, d'accord, oui, je l'ai noté d'ailleurs, j'ai pris les références là. Alors bien sûr, vous me parlez, alors du coup je vais avoir perdu. Édition Saint-Honoré. D'accord. Ouais, mais c'est vraiment, il n'est pas très. Moi je l'ai lu en 2h30. Hein. D'accord. Et en plus de ça, la jeune écrivain est quelqu'un de vraiment adorable. Parce que moi j'ai eu l'occasion de pouvoir lui parler, c'est vraiment quelqu'un de très très gentil. En plus de d'écrire très bien, elle est vraiment adorable. D'accord, donc ça c'est le premier livre que vous nous conseillez, Si Dieu nous prête vie. Voilà, exactement. Alors ensuite, il y avait Valérie Lanamé. Valérie Lanamé, d'accord. Lanamé, alors c'est au sujet plus ou moins du burn-out. Mais elle a fait un journal de bord par rapport à ça. Et en fait, c'était une femme qui était hyper active, ultra, méga, super working girl. Oui. Et c'était du lundi au dimanche le travail, le soir le travail. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail ? Elle travaillait dans tout ce qui est mobilier, etc. Oui. Et puis un jour elle a senti une douleur, elle s'est fait opérer. Et pendant 5 ans elle a eu toujours mal dans le bas-ventre. Oui. Et puis à un moment donné, ses médecins lui ont dit écoutez, on va vous faire emmener en maison de santé. Voilà. Donc et en fait ils lui ont décrété un burn-out avec une dépression par an plus. Tant qu'à faire. Les deux étaient mélangés. Écoutez, tant qu'à faire, elle fait pas les choses à moitié. Hein. Et donc, elle nous donne un petit peu son parcours avant le burn-out. Après, elle nous fait son parcours de vie, le temps qu'elle est hospitalisée, puis après le retour à la vie. C'est vraiment un truc assez touchant. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé aussi. En tout cas, ça peut intéresser pas mal de nos auditeurs parce que c'est un thème qui revient malheureusement fréquemment, hein, le thème du burn-out. Et comment s'appelle l'auteur, Valérie ? Alors, Valérie Lanamé, L-A-N-A-H. Oui. M-E. M-E, d'accord. Et vous avez les éditions par hasard ? L'édition Libri. Elle me pose une autre question. Libranova. Oh, mais je connais pas du tout en plus toutes ces éditions. Oui, non, pourtant je lis beaucoup aussi. Hein. D'accord. D'accord, très bien. Alors pareil, à la dame. Et vous lisez plutôt alors non, parce que vous lisez tellement, vous n'avez pas un style particulier, parce que là entre ce jeune médecin qui nous parle de sa pratique, ses patients dialysés, là cette jeune auteure qui parle de ce qu'elle a vécu, en l'occurrence un burn-out professionnel, c'est très ciblé quand même. C'est pas, vous avez pas des lectures qui vous amènent un peu à rêver. Je lis tout, sauf quand c'est trop cul. Excusez-moi l'expression. Oui. Mais quand je lis un livre et qu'il y a trop de... Si vous passez 50 pages pour nous décrire une zigounette, je suis désolé, ça m'intéresse pas. Oui. Voilà. Et après, vous liriez pas 50 nuances de Grey, quoi. Non, pas du tout. Ouais. Ça m'intéresse pas. Je comprends. Ou alors je le lirai, mais parce que j'ai envie de le lire. Ouais. Mais je vais pas le lire parce que c'est une histoire d'amour, vous voyez. Après, quand je lis une histoire d'amour, qu'il y a quelques pages de fesses, ok. Mais bon, voilà. Et puis quand c'est trop politisé, j'aime pas. Quand c'est trop, j'aime pas ça du tout. Tout ce qui est dans les extrêmes, moi, je supporte pas. D'accord. Et le troisième, vite, parce que je vois qu'il est minuit 59. Le dernier, c'est David Zawi.
D'accord. Et David Zaoui, je suis un tueur humaniste. Alors ça, par contre, c'est J'ai entendu parler. Oui, ça c'est... c'est comique. D'accord. Et c'est chez Paul et Mike, édition. Et c'est vraiment comique. C'est un tueur qui ne veut pas tuer, enfin qui est tueur sur gage, mais qui tueur ne veut humaniste. tuer que, voilà, mais qui ne veut tuer qu'au moment où les gens seront le plus heureux de leur vie. Alors imaginez un peu. Ah, il faut vraiment cibler, oui. C'est drôle, voilà. Ça donne très envie. Merci d'avoir partagé vos coups de cœur. Et puis peut-être une prochaine fois, Manu, vous lisez tellement mais la prochaine fois, j'espère avoir reçu, parce qu'on en parlait justement avec Paul, j'espère avoir reçu Christophe Onotio. Ah, Onodibio. Ah mais oui. il est dans un colis, mais je ne sais pas où il est. Croire au merveilleux. Oui, moi j'ai très envie de le lire aussi, cet auteur. Voilà. Et j'aimerais bien lire aussi Par amour de Valérie Tonkong, parce qu'il paraît qu'il est très bien. Oui, il paraît qu'il est très bien aussi. Bon, on aura plein de choses à se dire. Une prochaine nuit alors, mon cher Manu. Je vous embrasse. Merci. Et caresses à toute votre ménagerie. Avec plaisir. Bonne nuit, soirée. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute d'Europe 1. Il est maintenant 1h du matin.